François Ruffin, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Ouais. On vous reçoit pour votre activité de journaliste et probablement de député. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre travail de journaliste et de député ? D'abord, moi je ne sépare pas les deux. Je me considère comme étant député-reporter. Pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que depuis des années, en fait depuis une vingtaine d'années, je fais un travail qui est un travail d'expression. Expression du verbe exprimer. Exprimer, c'est un verbe que j'adore parce que ça veut dire pousser dehors. Donc, bon animateur de la démocratie. Animateur de la démocratie, moi aussi, tu vois, pousser dehors. Ce que tu as dans le bide, tu le pousses. Bon. Et donc, ça aurait pu, il y a 20 ans, tomber sur déjà de la politique, de la parole publique. Enfin, j'avais un besoin de parole publique. Et à l'époque, ça s'est canalisé sur le journalisme et donc sur la création d'un journal, mais ça aurait pu être du cinéma, ça aurait pu être du théâtre, ça aurait pu être de la politique directement. Ce que j'avais, c'est un besoin d'expression, de pousser dehors ce que j'avais dans le ventre. Et puis la deuxième chose, je pense, c'est un autre verbe, c'est représenter. Je pense que ça fait 20 ans que j'essaye de représenter les gens, c'est-à-dire de les représenter dans un journal, par exemple des contrats en proximité, des intérimaires, des gens qui sont en hôpital psychiatrique, de leur donner un visage, de rapporter leurs propos, de parler avec eux, pour eux et tout ça. Et donc je l'ai fait d'abord dans un journal, ensuite je l'ai fait à la radio, je les faisais parler dans les émissions de radio de Daniel Mermet à La Bas si j'y suis. Ensuite j'ai fait un film, Merci Patron, mais où c'est toujours pareil. Je représentais, il y avait des gens du peuple qui étaient représentés à l'écran et c'est pas toujours fréquent. Et aujourd'hui j'essaye de toujours représenter ces gens comme représentants, c'est plus que c'est le titre qui est le mien, voilà, représentant de la nation. Donc je pense qu'en fait moi je vois plus une continuité entre ce que je fais depuis 20 ans à Fakir et ce que je fais aujourd'hui comme député, qu'une rupture. Pour moi, il y a une vraie continuité entre tout ça. Alors, notre chaîne internet est spécialisée sur la géopolitique, la finance, le terrorisme et le hacking. Vous voulez qu'on commence par quoi ? Je vais te dire, franchement, la finance, si, ça peut largement m'inspirer. Mais pour les autres thèmes, souvent je disais, moi déjà, quand on va en Champagne-Ardenne, tu vois, je suis quand même Picard, j'étais élu sous la bannière Picardie debout, donc déjà quand je vais en Champagne-Ardenne, c'est la politique étrangère, tu vois. La Lorraine, c'est l'Afghanistan pour moi. Donc maintenant, je suis représentant de la nation, et pas seulement la première circonscription de la Somme, mais vraiment les questions internationales. D'ailleurs, tu sais, j'ai écrit pas mal de papiers pour le Monde Diplo, pour le monde diplomatique, et il y avait toujours des gens, même en école de journalisme d'ailleurs, qui voulaient aller un peu partout dans le monde. Et moi, je considérais que là où il y avait besoin d'être et là où il y avait moins de journalistes qui avaient envie d'être, c'était à Flix-Secours, c'était à Forest en Cambrésis, c'était près de chez moi, quoi. Et donc, j'ai fait le choix de, en effet, ne pas aller faire 4 fois le tour du monde. Je dis pas que ça présente pas un intérêt et qu'il faille pas le faire. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait une pente naturelle de ce côté-là. Et au Monde Diplo, je disais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde qui restait en France pour étudier le logement, pour étudier la marine marchande française ou des thèmes comme cela. Donc comme pigiste, pas comme salarié du Monde Diplo, mais je faisais plutôt ça mien. Et j'ai toujours dit que je traitais ces dossiers-là dans Fakir, les dossiers de social et d'économie français, et que je déléguais tout ce qui était politique internationale au monde diplomatique. C'était un peu notre sous-traitant, quoi. On va voir ce que vous avez sous le coffre. Oh là. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, sur l'Italie en ce moment ? Oh là 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 là. Franchement, t'as décidé de m'interroger sur tous les sujets où je vais pas être bon, c'est ça ? Les sujets où t'es bon, c'est après. Ouais, d'accord. Sur l'Italie, tu vois, la question que j'ai eue par un journaliste italien, c'est est-ce que la France Insoumise et Marine Le Pen, ils vont faire la même chose ? Tu vois, en gros. 5 étoiles ? Et 5 étoiles et puis la Ligue du Nord, quoi. Pour moi, c'est exclu. Et en fait, il ne se passera pas ce qui se passe en Italie parce qu'il y a la France Insoumise. C'est-à-dire qu'il reste aujourd'hui quelque chose à gauche en France. Quelque chose qui n'est pas moléculaire, qui concentre des forces. Tandis qu'en Italie, à gauche, il ne reste plus rien, tout a été explosé. Donc, il y a ça. Donc, qui et par quoi ? Tout a été explosé parce que l'histoire, je pense, de la gauche italienne n'est pas la même que la nôtre. Ils se sont complètement dissolus. Mais ceci aurait pu arriver en France et ça n'est pas arrivé, heureusement, quoi. Donc, il reste aujourd'hui 2 voies d'expression à la colère populaire. Moi, ça a été mon combat pendant les législatives dans la Somme. Et tu vois, comment de la Picardie, je reviens à la Somme parce que j'y suis plus à l'aise. Mais ça a été tout mon combat. Ça a été comment faire pour qu'une colère se canalise chez moi plutôt qu'au Front National. C'était une vraie bagarre. Tu vois, ce matin, j'étais sur le parking de l'usine Whirlpool à Amiens. Parce que c'était le jour de la fermeture. Et
en ce jour de fermeture ou hier, mais la direction de Whirlpool a convoqué un comité extraordinaire, un CE extraordinaire, pour dire qu'ils avaient besoin de salariés pour aller en Pologne installer les machines. T'imagines la violence du truc? T'imagines le degré de mépris pour les salariés dont on a décidé de licenciement et dont le dernier jour de travail, on vient leur dire on vous propose d'aller vous-même, ce que me dit le délégué syndical CFDT, Frédéric Chantrel, et je pense qu'il a raison, c'est que le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont aller le faire. Parce qu'il y a des gens qui ont faim. Parce qu'il y a des gens qui... C'est de la soumission consentie. Ouais, il y a surtout, c'est de la résignation. Ou organisée. C'est de la résignation. Tu vois, on est aujourd'hui dans un degré de résignation, c'est le pire. Moi, je disais toujours pendant ma campagne, mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Et c'est le pire qu'on a à combattre, c'est ce degré de résignation. Comment faire pour que les gens se réveillent, quoi? Et c'est la grosse bagarre qu'on a à mener. Tu sais, je cite souvent une phrase de Samuel Huntington, donc l'auteur du Choc des civilisations, qui est un auteur bien à droite, un ultralibéral américain. Avant le choc des civilisations, en 1975, il rédige un rapport pour la commission trilatérale. On connaît très bien la commission trilatérale. Voilà, donc il réunit, mais je le dis quand même pour vos internautes, qui réunit les élites américaines, européennes et japonaises. Asiatiques. Ouais. Et pour ce document, il écrit, qui est donc consacré à la démocratie, il écrit le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les problèmes... Il faut créer de l'apathie politique. Voilà. Les peuples ont tendance à se prendre au sérieux. C'est un risque, ils prennent la démocratie au sérieux. Or, si les peuples prennent la démocratie au sérieux, les élites ne peuvent pas gérer les pays correctement. Donc, ce qu'il faut installer dans les pays, c'est une bonne dose d'apathie politique. C'est écrit comme ça dans son document. Et en effet, depuis les années 70, on voit que l'apathie politique, qui prennent le nom de résignation, d'abstention, d'indifférence au destin commun, de sentiment de plus pouvoir rien faire sur notre sort à tous, on voit que ça a considérablement augmenté et que c'est le grand adversaire, tu vois. Mais donc je reviens à mon truc de Whirlpool. La question c'est, pour ces gens-là, tu vois, de même Macron est passé dans l'usine le 3 octobre dernier avec le patron qui reprend et il a assuré que tous les salariés seraient repris. Il y a une vingtaine de salariés qui sont sur le carreau, c'est des grandes gueules. C'est les mecs qui ont fait une grève. C'est les mecs qui... Est-ce que c'est des mecs qui comprennent la guerre économique? Mon travail est un travail, je ne dirais pas de pédagogie, mais quand il y a quelque chose qui leur tombe sur la tronche, vaguement ils savent ce que c'est. Mais tu vois le risque, quand tu arrives sur le parking de Whirlpool, tu vois d'ailleurs, quand je suis allé distribuer les tracts, le Front National était passé avant moi. C'est la faute aux réfugiés, c'est la faute aux assistés. On va venir sur ce sujet-là. Et donc la bagarre, c'est comment faire pour qu'ils ne se disent pas ça. Et donc c'est vrai que moi j'arrive en montrant, en leur demandant s'ils savent qui est Jeff Fettig, PDG de Whirlpool. Ils ignorent le nom, jusqu'au nom de leur PDG. Vanguard Group, tu vois, c'est le groupe, il me semble, qui détient aussi des bonnes parts dans Monsanto. Ils ignorent qui est Vanguard Group, le fonds de pension. C'est apporter ces éléments-là. Moi, c'est vrai que je ramène la baraque, la photo de la baraque du PDG de Jeff Fettig, parce qu'il y a 80 chambres, parce qu'il y a 20 salles de bain, parce qu'il y a un cours de tennis, parce qu'il y a une piscine souterraine, parce qu'il y a un accès direct à la plage, et parce que s'ils avaient ça en sortant de leur usine, ils se diraient « mon adversaire, c'est Jeff Fettig ». C'est évident. Or, comme la baraque, elle n'est pas là, mais elle a 5672 km, je ne sais plus exactement, mais j'avais vérifié sur les trucs MAPI, la distance entre Amiens et je ne sais plus quelle ville, tu vois. Et comme il y a cette distance géographique, ça produit aussi une distance affective, et du coup, ils ne se disent pas du tout, c'est de la faute de ce mec-là, on va les ramener à, c'est de la faute à l'assisté, parce qu'il y a toujours un assisté dans son quartier, c'est évident. Enfin, quelqu'un, on voit, il ne travaille pas, il est tellement découragé, il y a plein de raisons, mais il peut y avoir ça. Ou alors c'est de la faute aux réfugiés, parce que lui, on le voit à la télé. Et donc, comment tu dépasses ce truc de ce qu'on voit, ce qu'on a de côté de chez soi, à l'adversaire est invisible. Mais tu vois, ça y est, je pars en live, d'accord ? Bientôt, je vais te mettre un gros stop. Bon. Mardi soir, on est dans l'hémicycle. Tu vois, je passe du reporter que j'étais ce matin, mais toujours député, qui vient discuter avec les gens. Et le fait que les gens me voient sur le parking, ça fait que leur colère, ils se disent qu'il y a un mec pour la porter. Tu vois. Est-ce que t'es pas l'idiot utile dans ce combat-là ?
Vas-y, précise. Est-ce que le fait de canaliser leur colère ne les anesthésie pas? Je crois pas du tout. Tu sais, ça fait 30 ans que, de toute Tu m'as façon... fait l'avocat du diable. Hein. Ouais, mais oui, mais y a pas de problème. Mais je crois pas du tout. Tu sais, quand j'étais... Est-ce que la vindicte populaire, tel le vent sauvage, ne doit pas se manifester comme un feu de cheminée ou un feu dans les champs? Moi, je crois pas que je crois pas qu'il y ait de trucs... la spontanéité des masses, j'y crois pas trop. Tu vois. Pourquoi? Parce que je vois trop qu'il y a la résignation qui s'installe et que du coup, derrière, c'est plutôt chacun se replie dans son coin. Tu vois, si nous avons eu notre rôle pour organiser le fait qu'il y ait simplement une grève chez Whirlpool. Parce que le gros risque l'année dernière, je reste sur ce cas-là, le risque l'année dernière, c'est que on leur annonce du jour au lendemain que leur usine, elle va être délocalisée. On leur a déjà fait le coup sur le lave-linge en 2002. On leur a demandé des tas de sacrifices, de venir bosser le week-end, de ne pas être rémunérés au tarif normal, enfin des tas de trucs. Ils ont accepté tout ça. On leur annonce quand même que ça va partir en Pologne. Et il y a eu des semaines sans grève. Il y a eu des semaines sans mouvement social. Où au contraire, les gens se bouffaient la gueule les uns les autres. Et où on se déchirait avec les syndicats. Et nous avons... Comment t'expliques ça? C'est un manque de communication, c'est un manque d'empathie, ou c'est simplement un manque de quotient intellectuel dans la gestion de la crise? Je crois que le degré de désarroi de ceux qui sont confrontés à ça, et qui sont confrontés de manière répétitive, quand dans la même ville, tu as eu Whirlpool, tu as eu Magneti Marelli, tu as eu une Honeywell, tu as eu Flodor un petit peu plus loin, tu as eu leurs parents qui ont eu la délocalisation de toutes les usines textiles dans la vallée de la Nièvre, tu as le découragement des gens, il est puissant. Et donc, aller contre ça et se dire qu'on peut encore quelque chose, alors que les Goodyear se sont battus, ils ont perdu, ils ont été condamnés. Bon, je pense qu'ils ont gagné quand même plein de choses, que le plan social aurait été bien pire et tout ça, mais enfin, tu vois, et que tu as les médias, mais pas seulement, tu as un certain nombre de gens qui disent, grosso modo, ils auraient mieux fait de pas se battre, parce que du coup, ils sont marqués au fer rouge, il n'y a pas eu de repreneur, il n'y a pas eu tout ça, donc il vaut mieux ne pas bouger. Tu vois, tu as tout un truc comme ça. Il vaut mieux pas se sacrifier dans ces cas-là? Se sacrifier à quoi? Je sais pas, on a vu des manifestations avec des gars qui étaient assis sur des bouteilles de gaz et qui menaçaient de tout faire péter. Bah, tu vois, mais ça, c'est pas se sacrifier, c'est une autre forme de lutte. Sacrifier ça? Non, parce qu'ils ne les ont pas fait péter, les bouteilles de gaz. Ils y étaient prêts. Tout comme chez Celatex, tu vois, j'ai adoré le bouquin Quand l'acide a failli couler ou un truc comme ça, qui est un bouquin qui a été rédigé par l'un des dirigeants de la CGT textile sur l'usine Celatex dans les Ardennes, où ils ont failli mettre de l'acide à la rivière. Bon, moi, c'est pas quelque chose que je recommande du tout. Mais il y avait cette menace d'un crime environnemental quelque part. C'était un mauvais objectif? C'était un bon moyen. Et heureusement, il n'est pas arrivé la fin n'a pas été utilisée. Et je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait qu'on en arrive là, quoi. Mais quand l'acide a coulé, c'est le titre. Donc voilà. Mais c'est un bouquin qui est vraiment pour comprendre ce qui se passe dans une lutte. C'est un bouquin clé. Y compris, on peut avoir une distance critique vis-à-vis de ce que raconte le mec, parce que Christian Larose, on voit à travers le bouquin que son objectif est moins que parfois que les salariés obtiennent vraiment satisfaction, que d'avoir un mode de négociation. Chacun a un mode de négociation avec l'étape du dessus. C'est vraiment un jeu tactique. Et lui, son objectif, c'est que la CGT s'en sorte pas trop mal. C'est-à-dire que les salariés, bon, ils aient quelque chose, mais en même temps que le logo CGT ne soit pas entaché par un crime environnemental, quoi. Donc, tu as des espèces de négociations comme ça en série. Mais pourquoi je parle de ça? La question, c'était quoi? L'Italie. Ah, l'Italie. Bon, bah voilà. Voilà, je pense qu'on n'est pas dans la situation italienne, parce qu'aujourd'hui, il y a encore la possibilité que ça passe par la gauche. Je veux dire que le jour où le gros centre formé par Macron s'écroulera, éventuellement, je ne fais pas de pari sur l'avenir, mais si jamais il s'écroule, eh ben, il y aura une autre réponse possible que le Front National. Ok, la Libye? C'est quoi le pays d'après? L'Afghanistan? Non, l'Afghanistan. Non, franchement, tu m'amènes sur des sujets sur lesquels je pourrais rencontrer. Eh bah, dis-le. Mais pas terrible du tout. Donc, Libye. je préfère. Mais ici, c'est open bar. Dis donc, à question pour un champion, je vais perdre avec tous les coups. Oh, bah, t'inquiète, c'est que le début. Ça te fait penser à quoi, la Libye? Ah non. Bah, ça me fait penser aux histoires de Kadhafi. Tu vois, bon, la Libye.
Alors, une question d'Internet, histoire de te chauffer un peu les neurones. Comment peut-on gérer les problèmes de la France sans s'intéresser à la politique internationale? Je pense que... Bim! Ouais, non, mais... Donc, d'abord, chacun est limité dans le... Tu vois, à un moment de Moi, je me présente pas un homme d'État aujourd'hui. Ça, tu l'as déjà dit chez Bourdin. Ouais, ben, je te le redis. Mais parce que c'est la vérité, tu vois, et puis, ça prouve que je tiens pas un discours différent chez Bourdin, chez Thinkerview. Mais je me considère pas comme un homme d'État aujourd'hui. Il faut m'utiliser à autre chose. Je suis pas un bon animateur de la La démocratie. Libye, ça te fait penser à quoi? Est-ce que c'est un scandale d'État? Est-ce que c'était nécessaire? En tant que citoyen, ça te fait penser à De quoi? quoi? Qu'est-ce qui était nécessaire? L'intervention en Libye. Non, moi, comment elle s'appelait la ville? Je me souviens plus. Tobruk. Non, non. La ville on devait sauver une ville. Ah, mince. Tu te souviens plus? En Libye, le début de l'opération en Libye. On a commencé à sauver beaucoup de villes pour la Non. démocratie. Pour la Libye, il y avait une ville en particulier. Vous pouvez pas chercher sur Internet en même temps? La communauté va s'en chercher. Ouais, va s'en donc, charger. vous allez voir, ça tient en 2 secondes. Mais le point de départ de la Libye, c'est qu'on nous demande de sauver une ville qui est particulièrement, qui soulève un peu et qui est attaquée par Kadhafi. Vous l'avez le nom ou pas? Ça va venir, t'inquiète, continue. Bon. C'est incroyable que ça m'échappe. Il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, l'ONU, tout ça. Et je suis très partagé à l'époque. Je suis pas un mec, tu vois. D'abord sur des histoires que je connais Partagé mal. pourquoi? Pourquoi? Parce que d'un côté, on te dit bien qu'ils s'en prennent plein la gueule par Kadhafi, il n'y a pas de doute. Ce qui était des mythos. Ce qui était des mythos, l'aviation n'a pas bombardé. Voilà. Et ensuite, parce que tu dis, bon, bah, on s'est déjà fait avoir, quoi, quand même. Benghazi. Benghazi, exact, c'est ça, Benghazi. Faut-il sauver Benghazi? Et donc, je vais te dire, franchement, à l'époque, je suis plutôt pour y aller pour sauver Benghazi, quoi. Mais je le dis mollement, tu vois, c'est le genre de truc où d'abord, je fais pas de machin sur les réseaux. T'es réceptif à la propagande de guerre? Sur ce truc-là, j'y ai pas été complètement indifférent, en tout cas. Et donc, j'y suis plutôt... Et après, tout de suite après, tu vois comment, de Benghazi, il passe à Tripoli. Et là, je me sens cocu. Je me suis fait avoir. Et je pense que plein de monde s'est fait avoir, et les Russes se sont fait avoir. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé sur la Syrie si on ne comprend pas... La Libye. Oui, mais je te dis... D'accord, sur la Syrie ensuite, ok, pardon. On ne peut pas comprendre ce qui se passe sur la Syrie aujourd'hui si on n'a pas compris ce qui s'est passé sur la Libye. C'est-à-dire la manière dont les forces occidentales, en l'occurrence, ont fait cocu, moi, mais aussi la Russie. Je ne dis pas que je suis pour la position de la Russie sur la Syrie. J'imagine que c'est la question après, c'est la Syrie. Putain, disons. En plus, je ne suis pas à la commission des affaires internationales ni de la défense C'est pas mon problème. à l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Syrie si on ne comprend pas la manière dont on a été cocu en Libye. Et je pense que Benghazi a un gros rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on donne un chèque en disant « Ok, allez sauver Benghazi » et puis finalement, ils vont virer Kadhafi de Tripoli. Et donc, tu installes un gros bordel là-bas. C'est pas qu'on soit copains avec Kadhafi, nous on n'a pas reçu de pognon de Kadhafi. Hein. Mais donc voilà. Et donc, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que quand en Syrie, on commence à dire bon, va falloir aller intervenir pour sauver une ville ou pour défendre machin, moi, je suis plus qu'hésitant. Et tu vois comment les Russes, ils sont hésitants aussi, quoi. Donc la Syrie, c'est bon? On a déjà éclusé. Voilà, c'est bien. Il y a la Russie, donc on va parler de la Russie. Non, c'est fait. T'as lancé le truc. Non, c'est fait, la Russie. Poutine, qu'est-ce que t'en penses? C'est fait. Putain, dis donc, t'as vraiment que ça. Mais tu sais t'inquiète, que t'as vraiment pas c'est juste les préliminaires. Tu sais, parce que je vais être beaucoup bien meilleur sur le Vimeux. Tu sais où c'est le Vimeux? Allez, la Russie. Non, j'ai rien à dire. Non, du tout? Non, je crois pas. Non. L'affaire Skripal. J'ai rien à dire. Ça te fait penser à quoi l'affaire Skripal? Rien du tout. Rien? Du tout? Non. Un gaz neurotoxique. Putain, dis donc. Et vraiment, les internautes, ils vont dire il est nul celui-là, il aurait mieux fait. On va faire plus simple, Donald Trump. Ouais. Tu sais. Les sanctions sur la Russie par les États-Unis, par l'Union européenne. Les sanctions économiques. Je vais dire un autre truc, parce que bon. Ma bagarre, c'est de faire que les gens, ils existent. Non, mais ouais, mais c'est tout. Et c'est mon combat journalistique depuis 20 ans, tu vois. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'actualité, les news, c'est la vie et les faits des grands hommes, et qu'en fond, ça n'a pas tellement changé depuis l'historiographie du Moyen-Âge.
que c'est Macron, que ça peut même être Mélenchon, que c'est, tu vois, les hommes politiques locaux et puis les grands hommes politiques internationaux. Et moi, ma bagarre, c'est quoi? C'est de venir ramener autre chose. C'est de venir ramener, tu vois... C'est ça que tu es avec la France Insoumise? Ça peut être un motif, mais je veux dire, c'est pour ça que, c'est ce qui, en tout cas, indépendamment de l'étiquette que je porte aujourd'hui, c'est ce qui m'anime depuis 20 ans. Et je pourrais être sans étiquette aujourd'hui. Le Venezuela. Oh là là. Non. 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 Non, mais tu vois, je préfère parler. Il y a un mec, je ne sais pas son nom, mais il travaillait chez Carbone Lorraine et je l'ai croisé juste après Whirlpool. Je suis allé à la Confédération paysanne. On y va. Il y avait une manif. L'Angleterre, non? L'Union européenne. L'Union européenne, tu connais. Bon, d'accord. L'Union européenne, c'est oui, plus ça près. m'inspire davantage. On est plus proche de. Bon, alors, l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Là, on pourrait en parler pendant longtemps, en revanche. Bah, ça tombe bien, on a du temps. L'Union européenne, tu vois, là, je te sors du projet de loi agriculture. Je voulais instaurer des prix planchers. Donc, le lait. Voilà, le lait, je crois que c'est 40 centimes d'euros. Je voulais instaurer un prix minimal aussi pour le porc, un prix minimal pour le blé. Les paysans, quand ils vont vendre à leur coopérative, quand ils vont vendre à l'industrie agroalimentaire... Ricardo, ça te parle? Qui? Ricardo. Bah oui, ça me parle. Mais oui, mais tu sais, j'ai écrit un bouquin sur le protectionnisme. Dis donc, t'interromps vachement, t'interromps plus que Bourdin, tu sais. Bourdin, il est moins bon que moi. Donc voilà, je voulais instaurer un prix minimal pour que les paysans aient un revenu garanti. Bon, on me dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a Bruxelles. Hier, en commission des affaires économiques, il y a un rapport sur les barrages. On demande la privatisation des barrages. Qui demande ça? Bruxelles. Sur le rail, qui demande la privatisation du rail ou la mise en concurrence, pardon, Bruxelles. Je me suis opposé à la loi sur le secret des affaires. Je suis longtemps intervenu là-dessus. Pourquoi il faut faire une loi sur le secret des affaires? Bruxelles. Donc c'est sûr que quotidiennement, tu vois l'influence de l'Union européenne. C'est pas l'influence d'ailleurs. Et autant quand j'étais simple citoyen, et pas simple, il n'y a pas de raison qu'on soit simple, mais enfin quand j'étais citoyen engagé, je le savais théoriquement. Mais c'est pas un truc que tu mesures. Et là, c'est un truc que je mesure toutes les semaines. L'imposition par l'Union européenne, quoi. Dont on est partie prenante, il faut le dire aussi. Mais enfin, c'est un truc que toutes les semaines, tu vois les mesures qui tombent. Et là, on est dans la semaine du 29 mai 2005, quand même, de cet anniversaire. Et moi, c'est une date importante. C'est une date importante. Chez Bourdin. Hein? Ce que tu as dit chez Bourdin. J'ai déjà dit chez Bourdin, putain, mais dis donc, on a parlé de ça chez Bourdin? Peut-être bien. Est-ce qu'on en sort de l'Union européenne? Moi, aujourd'hui, je suis pour la désobéissance. De toute façon, sortir de l'Union européenne, ça veut dire sortir des traités. L'Union européenne n'est qu'une somme de traités. Bon. Moi, je suis aujourd'hui pour la désobéissance. C'est-à-dire que... Prendre des prunes et attendre que ça se passe. Quoi? Bah, je pense qu'il y a moyen d'instaurer un bras de fer et qu'on ne sera pas tout seul à l'instaurer. Mais je pense qu'il faut instaurer un bras de fer. Sur les barrages, tu refuses de privatiser les barrages. Et tu leur dis... Tu vois, même c'était une députée socialiste qui présentait le rapport. Et je lui demandais, est-ce que vous êtes favorable à la désobéissance? Elle a tricoté pendant 3 minutes, mais à la fin, elle a dit oui. Et je pense qu'il y a un certain nombre de projets de loi comme ça, sur lesquels, moi, je les aurais instaurés, les prix planchers. Il y a d'autres trucs que j'aurais instaurés. Et derrière, bras de fer. Bras de fer. Pourquoi? Il y a une raison, c'est comment tu entraînes les gens avec toi. Et si tu leur montres, sur plein de choses, que ça bloque, tu ne peux pas mener la politique que tu veux, que tu ne peux pas mener les redistributions que tu veux, parce que l'Union européenne t'impose une doxa, peu à peu, tu conquiers les gens. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas sûr d'être mûr pour une sortie franche de tous les traités européens, et je suis absolument convaincu que le corps social français n'y est pas prêt. Et la France insoumise? Je pense pas que ça soit ça qui souhaite aujourd'hui. Tu sais, ils sont sur un truc plan A, plan B. Nous sommes sur un truc plan A, plan B, avec, si ça marche pas, en étant élu et en renégociant, en demandant une renégociation des traités, eh bien, nous mettrons en place le plan B, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne. Moi, je pense que l'axe de la désobéissance est un axe intéressant. Et je serais pour un axe de désobéissance régulière, c'est-à-dire de faire un certain nombre de propositions et de projets de loi qui ne cadrent pas avec ce que demande l'Union européenne. Et soit l'Union européenne va constamment au bras de fer et on montre que c'est impossible de mener une politique pour l'égalité. D'accord. Donc ton bras de fer, ok, quand tu as un bras de fer,
tu compares le bras de ton copain quand même. Ouais. D'accord? Qu'est-ce que tu as en face avec tes petits bras? Tu vas arrêter de cotiser, tu vas arrêter de payer, tu vas arrêter de payer tes prunes, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu sais, si tu respectes pas les directives européennes, qu'est-ce qui se passe? Tu te prends des amendes. Tu prends les amendes, tu peux choisir de ne pas les payer, puis c'est tout, les amendes. Hein. Comme ça. Bah oui, comme ça. D'accord. Tu vois, ce ne sera pas la première fois qu'on ne paye pas une prune, non? C'est pas un peu brasser du vent, ça? Je crois pas. Si je te le dis, c'est parce que je crois que c'est le chemin. Et je pense que si tu montres ça, aujourd'hui, c'est pas comme si on était sur une situation stable au niveau de l'Union européenne. Tu veux récupérer un chemin souverainiste? En tout cas, la souveraineté populaire, pour moi, elle fait aucun doute que c'est au peuple de décider. Et au peuple français, je crois qu'aujourd'hui, la politique, elle se décide encore essentiellement au niveau national. Quand tu vois en Italie que les huiles de l'Union européenne lui disent les marchés financiers vont apprendre au peuple à bien voter, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu entends ça? Ben, tu vois, à la limite, le bras de fer le plus compliqué, du coup, il n'est pas franchement avec Bruxelles, mais il est directement avec les marchés financiers. Et tu vois, quand j'avais interrogé un financier juste avant l'arrivée au pouvoir de Hollande. Qui ça? Oh merde, un mec de Chevreux, ça te dit quelque chose? Nicolas Doisy, qui était le chief économiste de Chevreux, ça me revient. Et c'était vachement intéressant parce que tu sais, la langue de la finance, elle est passionnante. Parce que les mecs, ils écrivent noir sur blanc, ce qui est souvent baratiné, baragouiné, habillé. Enfin, c'est du déguisement, ce qui est produit au dehors. Et là, tu avais le truc cash, quoi. Soit Hollande, de toute façon, on a confiance, il va se plier au marché. Mais s'il ne se plie pas au marché, voilà ce qu'on lui mettra dans la gueule. Alors là, le seul problème, il me disait, c'est le seul problème qu'on a vu, c'est la pression Mélenchon. Enfin, parce qu'il y avait une manif de Mélenchon la semaine d'avant. Donc c'est le seul moment où il a eu un regard qui se tournait vers la fenêtre à l'extérieur. C'est-à-dire cette pression de ce qui peut venir de la rue. De toute façon, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que rien ne sera possible si jamais il n'y a pas une pression populaire qui est dingue, quoi. Comment tu veux avoir une pression populaire avec une masse décérébrée qui n'arrive pas à se fédérer, à se coaliser, à s'organiser, à se synchroniser? Je refuse le terme décérébré. Je me fais l'avocat du diable. Ouais, ouais. Mais je refuse le terme décérébré. Le niveau éducatif français, il est élevé. Et le problème qu'on a aujourd'hui... Tu te bases sur quel chiffre? Bah, je veux dire, tu sais, auparavant, c'est quand on dit qu'ils n'ont pas de compétences ou qu'ils ne sont pas qualifiés, des salariés qui ne sont pas qualifiés. Mais il y a un siècle, ou un peu plus, quand quelqu'un savait lire et écrire, il était déjà qualifié. Donc on a des gens qui sont qualifiés. Mais si, on a les salariés... on a des analpha web. Quoi? On a des analpha web. Oui, bon, pas peut-être, mais bon, tu vois, le degré de connexion des gens, il est important, puis c'est pas là-dessus que la politique, elle se passe pas non plus que sur Internet, même si vous y êtes, quoi. Donc, même si moi, je te le disais, je remercie Mark Zuckerberg tous les jours, parce que c'est un bon moyen quand même de contourner les médias. Donc, peut-être que c'est un thème d'après qui m'inspirera davantage. Non, tu l'as pas noté sur ta feuille? Tu peux le rajouter? J'ai pire que ça. Mais non, tu sais... Est-ce que les masses populaires... Oui, j'ai compris, j'y reviens. Ok, continue. En 1936, quelques mois avant le Front populaire, les gens sont d'un niveau de découragement et de désespérance qui semble atteindre des sommets, quoi. Je ne sais pas si tu as lu ces pages de Simone Veil, pas avec un W, la philosophe à la fois chrétienne et communiste, et qui décrit, travaillant, me semble-t-il, à Boulogne-Billancourt chez Renault, mais je peux me tromper, qui décrit le degré de découragement, d'apathie politique, d'indifférence des salariés. Et en quelques semaines ou en quelques mois, ça se transforme. Mais tu vois, regarde, puisque je parlais de 2005, tu as connu cette période ou pas? 2005, avec les services de santé dans la rue? Non, ça c'est 98, non, ça. Tu vois, 2005, c'était le référendum sur le traité constitutionnel européen. Tu l'as vécu ou pas? Ouais. Quel beau moment politique. Magnifique. Non mais attends, les gens, ils parlaient d'un traité. Ils parlaient de ce qu'il y avait dans un traité constitutionnel européen. Et là, il y avait de la politique, parce que c'était pas juste pour quel bonhomme on va voter. Tu vois, c'était pas une icône, c'était oui ou non.
Qu'est-ce qu'on fait l'Union européenne? Qu'est-ce que ça veut dire la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers? Je rajoute toujours, n'oublions pas le y compris avec les pays tiers, c'est-à-dire pas seulement au sein de l'Union européenne, mais avec ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire la concurrence libre et non faussée? Et moi j'étais reporter pour Daniel Mermet à l'émission Là-bas si j'y suis à l'époque, t'avais cette discussion-là partout. T'allais à la porte des usines, t'avais cette discussion-là, t'allais chez les gens... À la veille de 36, là? Aujourd'hui, non. Enfin, je pense pas, non, je crois pas. D'abord, avant 36, il y avait eu des trucs qui sentaient bon. Il y avait eu, d'abord, le début de 36 et 34. L'un de mes héros, c'est Maurice Créjal-Valrimont. Tu connais ou pas? Non. Maurice Créjal-Valrimont, c'est un haut dirigeant de la résistance française. C'est celui qui a fait prisonnier le général von Choltitz à la Libération, donc le commandant du Gross Paris, et qui, voilà, donc un très haut dirigeant de la résistance française. Et il me raconte 1934, donc le moment où les fascistes manifestent devant l'Assemblée et sont au bord de faire tomber la Troisième République. Et il me dit, bon, à ce moment-là, on se mobilise contre les fascistes, pour une République qui pourtant, elle est pourrie, elle est vérolée. Et si j'avais dit à mes copains dans les manifs à ce moment-là, dans 2 ans, il y aura le Front populaire, on aura les congés payés et on aura les 40 heures, ils m'auraient ri au nez. Okay. Tout ça, ça s'est basé sur quel système? Sur une augmentation de consommation énergétique? On ne peut pas ramener ce qui s'est passé au niveau du Front populaire, qui est quand même un... La constatation, c'est une augmentation du consommation énergétique. Non, mais de toute façon, les gens, ils allaient à la mer en vélo, donc tu vois, ça va, c'est limité. Tu vois, c'était pas l'usage de la bagnole en 1936, donc par exemple. Accès à la protéine plus facilement, une meilleure alimentation. Bah oui, le problème, alors, tu vois, par exemple, si on parle de ça, le problème, c'est... Qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a été autosuffisant? Est-ce qu'on va pouvoir le refaire? Dis donc, franchement, tu te rends compte que j'ai même pas le temps de faire 2 phrases. Tu te rends compte que tu parles beaucoup? Ah bon, par rapport aux autres, j'ai pas l'impression, moi. Est-ce qu'on va pouvoir le refaire là? À qui? À nous? Est-ce qu'on va pouvoir renégocier des acquis sociaux? Est-ce qu'on va pouvoir défendre les acquis qu'on a déjà eus? Je pense qu'en tout cas, on a une marge de manœuvre. Tu vois, toujours en 1983, on était à 4% de la valeur ajoutée qui partait en dividendes. Aujourd'hui, on est à 12%. Ça veut dire que, grosso modo, les salariés français, en 1983, laissaient 1 semaine de salaire en dividendes, et aujourd'hui, il en reste 3. Donc déjà, ne serait-ce que là-dessus, il y a du grain à moudre. Mais par ailleurs, moi, je pense qu'en revanche, je reviens à ta question précédente, même si, tu vois, tu les enchaînes tellement que je suis un peu perdu dans leur imbrication. Beaucoup de digression. Mais dans la question précédente, tu posais la question de l'énergie. Et je pense que, au fond, moi, je suis un homme de gauche presque à l'ancienne. Tu vois? Oui, on est bien assis là, vas-y. Non, mais voilà. Mais la seule donnée qui vient percuter tout le système et qui vient le bouleverser, en vérité, c'est la donnée écologique. Pour moi, c'est pour ça que je reviens à ta question d'énergie, parce que pour moi, c'est la question qui vient bouleverser complètement la donne. Le reste, tu peux être sur la redistribution et tout ça. Bon, tu sais, le progrès social, il y a des hauts et il y a des bas. Aujourd'hui, on est dans une phase de bas durable, qui dure depuis 30 ans. Moi, je situe ça à mars 1983. Tu vois, je suis précis, carré, mars. C'est quoi ta société idéale? Ah non, mais attends, je termine. En revanche, sur l'environnement, on n'est plus sur un processus qui peut être cyclique. Ce qui est détruit ne sera pas reconstruit. Et donc, je pense que c'est la donnée qu'on doit faire entrer dans le débat et qui vient bouleverser toute la donne. Ma société idéale, j'ai beaucoup de mal à penser en termes d'idéal, moi. J'ai beaucoup de mal à avoir un regard porté hyper loin sur l'horizon et me disant on va aller vers cette société meilleure et je vous le promets, camarades, quoi. C'est pas mon truc. Je suis trop reporter pour ça, sans doute. Je vois ce qui pourrait être mieux et beaucoup mieux, je vois pas d'idéal. Pas de cap à 30 ans, Quoi? Pas de cap à 30 ans? De ce que je voudrais ou de, tu sais, c'est quoi la formule là? Espérer le meilleur. Et redouter le pire. Préparer le pire, se préparer au pire et prendre ce qui vient. Bon, on va t'aider un peu, on va te poser une autre question. L'immigration, les murs, les flots de migrants, tu parlais d'écologie, de déstabilisation du climat.
les réfugiés climatiques, les réfugiés économiques, les réfugiés de guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut évidemment maintenir un accueil humain. Je veux dire, d'abord, il y a le droit. Et il y a des réfugiés politiques. Il faut maintenir le droit pour les réfugiés politiques. Et c'est un droit qui a considérablement décru depuis 30 ans. Quand on regarde le taux d'acceptation à l'OFPRA, tu sais, c'était une fierté dans les années 80 quand on accueillait des Chiliens, et on voit bien comment c'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, dans le projet de loi agriculture, par exemple, j'ai noté et j'ai dénoncé l'absence d'un volet politique du Sud. Parce que si tu ne penses pas l'agriculture française en liaison avec ce qui se passe dans les pays du Sud, eh ben, en fait, tu produis des réfugiés économiques. Tu me permets de donner un exemple ou pas? J'aime beaucoup Bernard Djonga, qui était un ingénieur agronome. Et dans les années 90, dans son pays, le Cameroun, après la signature des accords de Marrakech, de l'Uruguay et tout ça, qui font entrer l'agriculture dans le commerce international, il assiste à la chute du poulet bicyclette. Le poulet bicyclette, c'était le poulet qui était conduit de la ferme jusqu'au marché directement au Cameroun. Bon, il n'était pas vraiment conduit à bicyclette, hein, il venait quand même dans des camions, ramassé dans les camions et tout ça, mais enfin voilà. Et ce poulet-là est complètement tué par les importations de poulets bretons, mais aussi brésiliens et ainsi de suite. Mais vraiment, des milliers de paysans, des dizaines de milliers de paysans qui se retrouvent sur le carreau. Une chute vertigineuse. Et lui, il assiste à ça. Il commence par mener une enquête, une très grosse enquête. Il va voir les paysans. Mais aussi, il regarde quelle est la qualité du poulet importé. Il envoie des poulets à l'Institut Pasteur pour les faire analyser, pour montrer qu'il y a des bactéries dessus. Résultat, il arrive à opérer une jonction de classe entre les paysans et les consommateurs des villes. Et il fait les manifestations. José Bové va là-bas. La deuxième étape, c'est l'étape de manif. José Bové va sur place. Il y a tellement la crainte d'une grosse manifestation qu'il est condamné à rester dans l'aéroport. Et la troisième étape, c'est la phase de négociation. Il négocie avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, Pascal Lamy à l'époque, pour que le poulet camerounais soit sorti des accords commerciaux. Ce qu'il obtient. Et là, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun est quasiment revenu à l'autosuffisance en matière du poulet, une renaissance du poulet camerounais. Eh bien, ce genre de décision, ce genre de combat, ça fait plus pour contenir le problème des réfugiés économiques que des tas de mesures, d'autres mesures. Donc, moi, je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est de permettre aux pays du Sud de mener la politique commerciale qu'ils souhaitent. Or, aujourd'hui, par exemple, j'ai des gens au Burkina Faso sur des producteurs de riz, de céréales et ainsi de suite, qui demanderaient à ce qu'il y ait des barrières douanières sur le riz pour pouvoir produire leur propre riz, pour servir le marché dans leur coin. Et ce que me racontent les militants sur place, c'est que l'Union européenne, l'ambassadeur de France, le Fonds monétaire international ou l'Organisation mondiale du commerce, avec tous ces envoyés sur place, font pression sur le gouvernement burkinabé et sur en fait tous les pays d'Afrique de l'Ouest pour qu'on ne remette pas de barrières commerciales. Pour qu'on n'instaure pas les barrières commerciales. Et ça condamne en fait la production des paysans locaux. Et voilà, je pense que il faut remettre ça au cœur du problème. Si on ne remet pas le maintien des paysans sur leurs terres au cœur du problème, on est condamné à des flots permanents de réfugiés. Et c'est pas comme si les gens ils étaient heureux quand ils arrivaient. En attendant, on fait quoi? En attendant, on fait quoi? On prend notre part. Ce chiffre à combien? Ah, je sais pas, j'ai pas fait des statistiques, quoi. On prend notre part, on en fait quoi? On les naturalise tous, on les naturalise pas, on fait de la remigration, on fait quoi? C'est quoi la remigration? Je sais pas, c'est un terme qui revient souvent sur Internet. Ah bon, putain, j'en sais rien du tout. Moi, je vais te dire un truc, moi je suis né à Calais. Donc là où il y a... Personne n'est parfait, hein. Bon, quel problème? Franchement, là où il y a la jungle régulière qui est dénoncée, démantelée, qui se reconstruit, qui revient fatalement parce que c'est quand même l'endroit où tu es le plus près des côtes anglaises. Et il se trouve que les gars là-bas, ils veulent pas venir en France. Bon, s'ils veulent aller en Angleterre, pourquoi on les empêche? Je comprends pas. J'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris que Sarkozy ait signé les accords. Et les gens qui sont bloqués en Turquie, pourquoi on les empêche? En tout cas, c'est pas. Ils veulent venir en Union européenne. Oui, mais le gouvernement. Pourquoi on paye les Turcs pour bloquer les gouvernement migrants? turc, j'en sais rien. Mais tu vois, en tout cas pour l'Angleterre, moi je vois pas du tout pourquoi on sert de sas contenant
les migrants qui veulent aller en Angleterre. Peut-être pour négocier sur d'autres trucs. Bah, je vois pas sur quoi. Hein. Bah, un peu comme la Turquie avec l'Union Ah, européenne. mais Non donc ils y gagnent et négocient sur quelque chose. Moi, avec l'Angleterre, je vois pas sur quoi on négocie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur propose des bateaux? Oui, bien sûr, on met en accès des On prend ferries. l'armée, on prend le Charles de Gaulle et on les met tous sur le Charles de Gaulle. Pourquoi il n'y aurait pas des ferries tout confort? Qui c'est qui va payer? Les ferries. Bah, là, je veux dire, moi je suis prêt à payer. Est-ce que la France, le gouvernement français, paye des ferries pour aller en Angleterre? La dette française, c'est combien? Voilà. C'est à peu près le PIB, donc on doit être aux alentours de 2000 milliards. 2200 milliards, pas mal. Ça va, non? Ouais. Non. Est-ce qu'on C'est construit pour un... un champion. Est-ce qu'on construit un mur? Hein? Est-ce qu'on construit un mur? Un mur de quoi? Un mur comme avec Trump, avec le Mexique. Ah non, pas du tout. Non, non, non. Est-ce que t'en as entendu parler? Non. Non? Non, j'ai jamais entendu parler de construire un mur. Qui est-ce qui a des idées comme ça? C'est Bouygues. Tu sais, ça me fait marrer. Rigole pas trop parce qu'on est bien informé. C'est les reportages à la télévision, tu vois sur TF1. La solution au problème des prisons, c'est qu'il faut construire des nouvelles prisons. Forcément, tu sais qui est-ce qui va les construire. Donc, non, j'imagine pas du tout construire un mur. De toute façon, moi, je suis... le problème central, c'est celui qui se trouvait dans le traité constitutionnel européen, c'est la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. Je veux dire, le problème des salariés de Whirlpool, aujourd'hui, ce matin, c'est pas les mecs qui sont dans la jungle à Calais. C'est pas les réfugiés libyens. Le problème, c'est les actionnaires américains, et pas que américains. Mais c'est quand même ça le problème. Le problème, c'est que dans cette Union européenne, on peut installer le sèche-linge, la production de sèche-linge en Pologne, quand bien même 80 à 90% et davantage de la consommation va être dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire la France, la Belgique, l'Allemagne et la Scandinavie. Donc le problème, il est là. Et le problème, il est celui de la libre circulation, pour moi, des capitaux et des marchandises. Donc c'est à ça que je veux mettre des entraves, pour qu'il n'y ait pas la possibilité pour les multinationales d'aller chercher le coût du travail le moins cher, en dehors de l'Union européenne et à l'intérieur, les normes environnementales les plus faibles et les coûts fiscaux les plus avantageux. Voilà la donnée clé. Et là-dedans, le poids des réfugiés à l'intérieur de ça, il est quand même hyper minime. Est-ce que tu connais Mayotte? Oui, je connais Mayotte. Enfin, je connais deux noms, j'y suis jamais allé, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, je peux dire que c'est... La capitale, c'est Mamoudzou. Et ce que je peux dire, c'est que compte tenu du fait qu'il y a les Comores à côté, c'est un lieu... Que. Bon, bah, en tout cas, je connais ça, tu vois, mais comme j'ai pas lu 80 000 articles dessus. Mais disons, t'as vraiment décidé de m'interroger sur tous les thèmes où je me sens pas... Non, mais ça va venir. Après, on va venir à la convergence des luttes. On boire une luttes. bière en face à côté, je me disais c'était pour ramollir la viande, tu vois, et je me trompais pas. T'inquiète, quand on ramollit la viande, en général, on prend les rotules. Bon, alors... Alors, Mayotte. Ben, je sais juste que c'est une terre d'immigration parce que juste à côté, il y a entre autres les Comores et que donc il y a plein de gens qui cherchent à aller à Mayotte parce que c'est la France. Et donc ça crée une situation qui est aujourd'hui plus que compliquée sur cette île. Bon, il y avait eu d'excellents reportages de Daniel Mermet avec Guy Anctil sur Mayotte. Le Venezuela, tu veux pas? La Russie, les États-Unis, tu veux pas? Israël. Putain, mais non. Oh non. Next. Next. Guerre économique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la guerre économique? D'abord, tu sais, je pense qu'on met vachement la guerre... pour moi, c'est un moyen de nous faire oublier une autre guerre. C'est-à-dire qu'on nous dit que la France doit se bagarrer contre la Chine, ou l'Europe doit se bagarrer contre les États-Unis. En fait, on se bagarre pas trop, mais tu vois, d'installer ce que tu appelles la guerre économique, ça nous fait oublier autre chose, qui est la guerre des classes. Et moi, je crois bien davantage qu'aujourd'hui, il y ait une guerre des classes, et il faut qu'on nous dise qu'on est tous sur le même navire, du coup. On est tous sur le même navire France. Même s'il y en a qui sont en première classe et puis il y en a qui sont dans les soutes. Mais on est tous sur le même navire, donc du coup il faut qu'on rame tous dans la même direction, qu'on soit solidaires à bord du même bateau, pour oublier qu'en fait on n'est pas exactement à bord du même bateau. Et moi je crois qu'il y a bien davantage aujourd'hui une guerre des classes qu'une guerre économique, et qu'on nous met ça en avant pour nous faire oublier. Peut-être que tu te trompes d'échelle. C'est-à-dire la guerre économique, t'as la upper class mondialisée, et oui. t'as tout le reste. Donc tu te trompes d'échelle peut-être.
Je vais dans ton sens, là. Oui, donc c'est bien une guerre des classes, puisque tu as la upper class mondialisée. Je pense qu'elle elle est bien consciente qu'elle a des intérêts communs. J'avais des citations, des tas de citations là-dessus qui montraient qu'en effet, Bernard Arnault se sent sans doute plus solidaire des dirigeants de Facebook, de Mark Zuckerberg, qui ne se sent solidaire de ses ouvriers à Forest en Cambrésis. Leur mode de vie est plus proche et ainsi de suite. Bon, bah voilà. Mais donc, tu sais, c'est cette phrase de Warren Buffett. La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, celle des riches qui mènent cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Et il se trouve que Warren Buffett, qui était à l'époque la première fortune mondiale, il l'énonçait sur le terrain du regret quasiment. Puisque c'était sur le terrain fiscal et il disait « c'est pas normal que nous, les riches, on paye proportionnellement moins d'impôts que ma secrétaire ». Et donc, voilà. Le CETA, le Mercosur. Ah oui, ouais, là, ça va. Tu me reviens sur des terrains qui sont plus les miens. On te voit sortir les rames depuis tout à l'heure. Bon, comme tu as vu le niveau auparavant, tu as décidé de me faciliter la vie. Bon, bah, tu vois. C'est reculer pour mieux sauter. Hein. D'accord. Mais comme on parlait de l'agriculture, bah, tu vois, là, on est en plein dans le truc. On te fait un projet de loi agriculture, on te dit qu'il faut monter en gamme, les agriculteurs vont monter en gamme, qu'on va leur garantir du revenu et ainsi de suite. Et en même temps, puisque en même temps s'impose, on te signe le Mercosur, enfin c'est pas encore fait mais ça va se faire, où on te dit qu'il y aura 90 000 tonnes de viande qui seront importées. Déjà c'est un gros trou dans la raquette, quoi. Et ensuite, on pose la question dans l'hémicycle au ministre, mais est-ce que vous pouvez nous garantir que les bœufs sur place ne seront pas nourris aux farines animales? Silence du ministre, il ne répond pas. Est-ce que vous pouvez nous garantir que les bœufs sur place ne seront pas nourris aux farines animales? Il ne répond pas. On lui pose 3-4 fois la question, 3-4 fois silence. C'est une réponse. Et tu as le rapporteur qui finit par dire « Oui, vous comprenez bien, on ne peut pas contrôler ce qui se passe là-bas. » Je veux dire, c'est une grosse quenelle qui est mise aux agriculteurs, parce qu'il est évident que ça va faire chuter les cours, c'est une évidence, et c'est aussi ce qui est mis aux consommateurs, parce que les consommateurs français ont quand même fait le choix jusqu'ici de refuser les farines animales, mais on te les fait rentrer par la fenêtre, quoi. Donc voilà, en tout cas, moi je crois que tous les accords de libre-échange aujourd'hui sont une machine à arrêter l'histoire. Oui, c'est-à-dire que l'histoire, elle pouvait aller dans le bon sens. On pouvait avoir en France, jusque dans les années 70, du progrès social, du progrès fiscal. On aurait même pu avoir du progrès environnemental, tu vois. Et à partir du moment où on instaure le libre-échange, on instaure la course vers le bas. Et ça, si tu veux, nous, on a avancé dans cette histoire-là en étant dans le brouillard, pas pleinement conscient. Et puis, ils faisaient tout pour nous aveugler avec c'est la paix, c'est le multiculturalisme, c'est tout ça. Alors que les dominants, ce que tu as appelé la upper class mondialisée tout à l'heure, ils avaient tout à fait conscience de ça. Je me souviens de Gary Becker, donc un prix Nobel d'économie, mais en version ultra-libérale, qui dit, le libre-échange, ça sera la meilleure manière de diminuer les droits sociaux et de diminuer les normes environnementales. Et c'était intéressant qu'en 2 phrases, ce gars fasse le lien entre les deux. C'est évident qu'il y a un lien entre les deux et qu'aujourd'hui, on a cette difficulté, c'est quand on veut restaurer du progrès social, de la justice fiscale ou des normes environnementales, eh bien, en permanence, la réponse qui est en face, c'est compétitivité, compétitivité. Vous allez nous faire perdre en compétitivité. Donc, c'est une machine à arrêter l'histoire. Les fous ont pris le contrôle de l'asile. Et c'est aussi une machine à arrêter la démocratie. Les fous, ils sont quand même bien conscients de leurs intérêts. Il n'y a pas une forfaiture à l'Assemblée nationale? Ça, c'est pas une forfaiture à l'Assemblée nationale. C'est un quotidien de forfaiture. Est-ce qu'on sort la... Comment on appelle ça? La faucheuse, la guillotine? Moi, tu sais, quel est le rôle de la violence dans l'histoire? C'est ça que tu poses comme question ou pas? Non, pas du tout. Bon, c'est quoi alors? Est-ce qu'on leur coupe la tête? Ça, c'est bien de la violence quand même. Non, ça s'appelle se faire justice. Ouais, bon, moi, en tout cas, ça me semble aujourd'hui relativement inutile. C'est archaïque. Ce qui m'intéresse, c'est il faut avoir un niveau, il faut avoir la masse avec nous. Tu vois, si jamais tu n'as qu'une avant-garde éclairée, c'est cuit. C'est cuit.
l'avant-garde, c'est comme une locomotive, elle doit entraîner derrière elle des wagons. Si elle ne regarde pas, si derrière elle, elle entraîne des wagons, elle va dans le mur. Nous, on peut avoir, si on n'a pas les gens avec nous, comme on n'a pas l'argent, on n'aura rien. Donc, il faut qu'on ait les gens avec nous. Et si on ne regarde pas, si en permanence derrière nous, on a accroché des wagons avec des gens à l'intérieur, on est foutu. Dans mon film Merci Patron, il y a un moment, le commissaire, l'ancien commissaire des renseignements généraux vient dire mais ce sont les minorités qui font tout. Et en fait, il est beaucoup plus gauchiste que moi. Réaliste. Hein? Ou réaliste. Non, je pense qu'il se trompe. La minorité riche. Ouais, la minorité riche, c'est vrai. Mais ceci dit, même la minorité riche, elle fait bien attention de raccrocher des wagons derrière elle. Et sinon, elle ne gagnerait pas aujourd'hui aussi. Graisser des pattes? Pas seulement, mais je pense qu'elle sait y faire, tu vois. Et lui, il parlait pas de ça. Les minorités dont il parlait, c'était les minorités agissantes, c'était les minorités activistes. Mais je pense que c'est trop gauchiste. Parce que il faut vérifier, si la minorité, elle part toute seule, elle se désolidarise du reste et en fait, elle n'arrive à rien. Et donc, en permanence, il faut se demander comment on fait pour ne pas agir tout seul. Et c'est toute une difficulté de ne pas y aller tout seul, mais de bien vérifier qu'on a les gens ou des gens avec soi, quoi. C'est pas ce que font les Italiens en ce moment? Je crois que c'est le bordel en Italie quand même, non? Mais en tout cas, c'est pas par ce canal-là que j'irai. Moi, j'y vais par un canal où, tu sais, ce qui est au cœur du triptyque républicain, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est l'égalité. Et cette égalité, c'est ce qui est le plus oublié, la valeur qui est la plus, pour moi, piétinée et oubliée aujourd'hui. C'est celle que je veux remettre en notre cœur. J'ai interrogé un épidémiologiste qui s'appelle Richard Wilkinson, qui a écrit un bouquin vraiment formidable, c'est pourquoi l'égalité est meilleure pour tous. Et il démontre statistiquement que dans les pays où il y a plus d'égalité, les gens vont mieux, mais y compris les riches vont mieux. Pourquoi ? Parce que les inégalités sont facteurs de stress. Vous sortez de chez vous et vous voyez des gens qui ne vous ressemblent pas, soit parce qu'ils sont SDF, soit parce qu'ils sont super riches. Et en fait, en permanence, vous devez vous situer dans cette échelle-là, vous valoriser, c'est ce qu'on appelle la rivalité ostentatoire, avoir le sentiment que l'autre n'est plus vous, n'appartient plus au même monde que vous. Et en fait, ça, c'est générateur de stress. Évidemment, c'est bien plus générateur de stress chez les dominés que chez les dominants. Mais ça produit du coup des maladies cardiovasculaires, ça produit des tas de troubles. Et il montre, Richard Wilkinson, à partir de graphiques, il n'est qu'un analyste statistique quasiment. Il montre que dans nos pays, ce n'est plus l'augmentation du PIB qui fait le plus de bonheur. Qu'avec l'augmentation du PIB au sein de nos pays développés, on ne parle pas des pays africains, on ne parle pas des pays asiatiques, là, on parle bien au sein de nos pays développés, ce qui fait la différence, ce n'est plus le revenu par tête, mais c'est le niveau d'égalité au sein de ces pays. Donc il faut qu'on en prenne conscience et de se dire que voilà, la manière dont on peut progresser dans nos sociétés aujourd'hui, c'est en restaurant un plus haut niveau d'égalité. Et donc ça pose toutes des questions qui sont aussi celles de la croissance et de la décroissance, par exemple. Parce que se dire que ce n'est plus l'augmentation du PIB qui fait le bonheur, et on le voit bien, sur les pays les plus développés, les États-Unis sont hyper riches par tête, et c'est un pays où tu as un taux de détenus par habitant qui est colossal, un taux de suicide qui est important. Ouais, mais oui, mais ils ont plein de pognon, mais tu vois, ça ne résout pas le problème. Un taux d'obésité, un taux de... Toutes les maladies sont hyper fortes là-bas, et ils sont au fond plus malheureux. Donc, mais ils propagent ça partout dans le monde, le rêve américain. C'est un problème d'ailleurs. Tu vois, tu as un espèce de paquebot. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si, idéologiquement, on parlait de 2005, mais le paquebot, il a commencé très largement à tourner. Ça fait plus rêver. Aujourd'hui, on était à 55% en 2005 contre ce traité constitutionnel, contre la concurrence libre et non faussée, contre la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et pourquoi il ne nous repose pas la question ? Pourquoi jamais ils ne nous reposent la question et pourquoi jamais ils ne nous la reposeront? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on ne serait plus à 55%, on serait à 65%. Ce projet-là, il est mort chez le peuple. Il est mort dans les têtes. Et pourtant, ils continuent à le faire avancer. Tu vois ? Et ça fonctionne. Et ça fonctionne non pas par adhésion, mais ça fonctionne par apathie. Et donc, comment on sort de ça ? Eh bien, il faut retrouver le chemin d'une autre espérance. Il faut être capable de passer du non 2005 à un oui pour bientôt. Comment tu vas faire ? Comment je vais faire moi? J'espère pas être tout seul. Tu vas faire des calendriers, tu vas faire des petites manifestations, tu vas faire quoi? Tu sais, les manifestations, il faut trouver... Moi, je cherche en permanence le truc qui va combattre au quotidien l'indifférence. Mais ouais, tu vois. Ouais, mais tu sais, c'est un dur combat, la glaise de l'indifférence. C'est Gramsci qui parlait de ça. Comment tu as l'impression de t'enfoncer dans un bourbier, d'être dans un marécage. D'ailleurs, tu vois...
Euh, c'est mon côté digression qui te fait marrer, c'est ça. Mais je fonctionne que par digression. J'ouvre des Ok, parenthèses. alors je te prépare la prochaine question, glyphosate. Vas-y, continue. D'accord. Mais donc, on forme parfois un tandem avec Frédéric Lordon. Ouais. D'ailleurs, on lui passe le bonjour, monsieur qui fait sa star. Bon. Et donc, et si tu veux, par exemple, je me souviens au moment de Merci Patron, moi, je suis un reporter. Ça veut dire que je suis enlisé dans la désespérance quotidienne des gens. Oui, je vois des gens qui vont pas bien. Je vais rencontrer des gens qui vont pas bien et qui m'expliquent leurs problèmes et ainsi de suite. Et je suis dans la gadoue là-dedans, tu vois. Et c'est contagieux. Tu finis toi aussi par patauger, par te sentir, tu vois, putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Et t'as Lordon, qui lui voit pas comment ça patauge, tu vois, qui vient pas te patauger avec toi, qui du coup débarque en te disant, bah voilà l'horizon et machin. Et tu dis, putain, mais il est barge ce mec, quoi, c'est pas possible. Et en fait, c'est un soulagement. Parce qu'il Il est t'arrache. plus barge que toi. Il t'arrache, non mais il t'arrache à ta gadoue et il vient te porter vers autre chose. Bon, bah, des moments, tu as besoin de ça, même si tu sais que c'est pas cohérent avec le réel. Tu sais, la pire phrase, c'est comme ça. C'est-à-dire la tautologie, le ça qui renvoie au ça, et c'est comme si on pouvait plus en sortir, comme s'il y avait un espèce de cercle vicieux, de serpent qui se mord Bois la un coup queue. parce qu'on t'entend plus là. Quoi? Bois un coup, on t'entend plus, t'as un chat dans la gorge. Donc, c'est ces trucs, un chat est un chat, un sou est un sou, mais c'est la réalité. La réalité, c'est la réalité. Tu vois? Le réel, c'est le réel. Et comme si tu pouvais pas sortir de ce réel-là. Comme si, en gros, jamais ça n'avait été autrement, nulle part ailleurs ce n'est autrement, et jamais dans l'avenir ça ne sera autrement. Eh ben, nous, il faut qu'on s'appuie sur tous les cas où auparavant ça a été autrement, ailleurs c'est Ok, autrement. alors comment tu vas faire avec des gens qui sont abrutis toute la journée par des séries de merde, avec des telenovelas de merde, avec un quotidien de merde, avec une bouffe de merde, qui sont pas informés, qui ont un accès à l'information de plus en plus restreint, qui n'ont pas le temps de s'informer, Mais qui ont des problèmes avec Bobonne, qui ont des problèmes avec les gamins, qui ont des factures à payer. Tu fais comment pour les sortir de leur torpeur et de leur catatonie émotionnelle ou de leur catatonie citoyenne? tu sais, Tu fais comment? dans la Enfin, tu fais comment? Ouais, Concret, attends. là, concret. Je te dis, le problème, il est pas. Tu places ça sur le problème, sur un plan cérébral et sur le plan de la conscience et sur le plan de est-ce qu'ils sont assez informés. Mais les gens sont assez informés. Oui, les gens ont déjà tranché. Est-ce qu'ils comprennent l'économie? Mais oui, ils la comprennent. S'ils la comprenaient, il y aurait une révolution demain. Mais attends, ils la comprennent l'économie. Et la preuve, c'est que sur le traité constitutionnel européen, tu avais 80% des ouvriers qui ont voté contre, tu avais 71% des employés qui ont voté contre, 67% des chômeurs qui ont voté contre. Donc tu avais un vrai vote de classe. Ça prouve que les gens ont compris le lien entre leur situation et ce type de texte-là. Et demain, si les mêmes questions étaient posées, on aurait un vote de classe qui serait encore plus prononcé. Donc les gens ont compris. Le problème n'est pas de comprendre, le problème est d'espérer. Le problème, c'est d'avoir un chemin qui te dit que tu peux sortir de ce c'est comme ça. Quel est le cap? Ben, il n'est pas évident à tracer. Il n'est pas évident à tracer. C'est un tel nouveau monde à inventer que oui, moi je suis plus doué pour le petit pas, tu vois, et de faire que moi déjà, il y ait des gens qui aient confiance en ma parole, qui aient confiance dans ce que je porte. Je suis plus l'homme des petits pas que l'homme du grand horizon, et peut-être que c'est avec Frédéric Lordon qu'il faut voir quel est le grand cap. Moi, je pense On a qu'aujourd'hui, touché tes limites, là? hein, On a touché tes ben, limites? je veux dire, c'est pas mes limites, tu touches l'une de mes limites, mais mes autres limites sont nombreuses, et tu as par exemple pu le voir sur la politique internationale. Et je me considère pas comme quelqu'un d'intelligent, tu vois. Je me considère. Opératif, tu es. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu fais. Peut-être, ouais. Bon, je pense qu'avant de faire, il faut quand même avoir pensé un petit peu ce que tu vas faire. Mais en effet, j'essaye de faire. Le glyphosate, t'étais où? Le glyphosate, j'étais où? J'étais dans ma chambre, je pense. Hein. J'étais dans ma chambre à l'Assemblée nationale. Alors, sur le glyphosate, je n'étais pas sur les bancs des Insoumis quand a été voté l'amendement, il me semble 220 ou quelque chose comme ça, mais enfin bon, sur le glyphosate. Maintenant, moi, j'ai siégé sur ce texte de loi sur l'agriculture du mardi, ça doit être de 9h30 du matin jusqu'à 1h30 du matin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche soir,
je suis allé fêter la fête des mères à ma mère, à Amiens. Le lundi, je me suis mis en repos et j'y suis retourné le mardi. Donc voilà, tu vois, la question pour moi, elle n'est pas celle-là. Elle est comment ça se fait qu'on organise les débats de cette manière-là? Comment ça se fait qu'on organise les débats de 9h30 du matin jusqu'à 1h du matin et week-end compris? Comment ça se fait que le président de régie fait deux choses? Il décide de nous faire siéger le week-end constamment, comme la loi Asile et Immigration, hein, qui a été votée un dimanche soir. Est-ce que tu crois que c'est normal qu'on vote des textes aussi importants que ceux-là un dimanche soir? Ou en plein mois d'août. Voilà, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, tu vois? C'est fait à dessein? Évidemment. Oui. C'est une grave accusation. Mais non, mais attends, j'accuse de régie, j'ai aucun problème à accuser de régie. Pourquoi? Parce qu'il y a un cordon ombilical qui n'est pas tranché entre l'exécutif et le législatif. Aujourd'hui, le Parlement est une chambre d'enregistrement des désirs du président, avec François de Rugy comme surveillant. Tu vois? Et donc, c'est le complice quotidien des désirs du gouvernement. Évidemment qu'il, sur un projet de loi comme l'agriculture, il doit bloquer 2 semaines pour qu'on ait le temps d'étudier ça du lundi au vendredi, comme des gens normaux, dans la journée, que, tu vois, et qu'on n'aille pas siéger. Ça s'est terminé à 3h du matin dans la nuit mardi à mercredi. Et là, j'y étais, tu vois. Et à la fin, normalement, il devait y avoir des prises de position, des positions de vote des députés sur le texte. Et la présidente a décidé de zapper les positions de vote des députés pour pouvoir terminer à l'heure. Moi qui ai pris la parole, on m'a accusé de produire du mal-être chez les salariés de l'Assemblée nationale. Bon, j'ai discuté avec les salariés de l'Assemblée nationale pour leur dire, est-ce que vous considérez que je fais votre malheur? Mais bon, ils m'ont regardé en disant, non, c'est pas ça le problème, quoi. Mais par contre, ça fait 11 jours qu'on est là. Ça fait 11 jours qu'on est là du matin au soir, qu'on a des conditions de travail qui sont extrêmement dures. Ils sont payés combien? Oui, tu sais, et je dirais pareil pour un certain nombre d'autres professions. On peut revoir les payes des gens, et tu sais que j'ai revu la mienne, d'accord? Mais le fait d'être bien payé, ça n'empêche pas que... Très bien payé, ces Ouais, gens-là. mais ça n'empêche pas que tu dois être traité correctement. Tu peux revoir les payes, mais c'est pas une raison pour mener les gens au burn-out, c'est pas une raison pour mener les gens à l'épuisement, c'est pas une raison pour traiter les gens comme de la merde. C'est pas parce que les gens sont bien payés qu'ils doivent être maltraités. Tu vois, et évidemment, c'est pas parce que les gens sont mal payés qu'ils doivent être maltraités non plus, parce que le système, il maltraite tout le monde, tu vois, il fait pas trop de distinction entre les deux. Mais donc voilà, donc là, la question, c'est, aujourd'hui, c'est couper le cordon ombilical entre l'exécutif et le législatif. Et or, on a un président de l'Assemblée nationale qui fait tout au contraire pour que l'Assemblée nationale ne soit pas un lieu vivant. Évidemment, il arrive, il est 1h moins 10. Je n'y suis pas avant, hein. Tu vois, j'ai pas nié que je n'étais pas là avant, j'ai pris mon lundi, c'est scandaleux. Tes copains de la France Insoumise, ils faisaient quoi? Mais, tu sais, on nous demande d'être en mission, on nous demande d'être en commission, tu vois, on nous demande, on est 17, on nous demande d'être partout, on nous demande d'être en circonscription aussi, donc voilà. En plus, tu vois, il peut y avoir une lassitude qui Ça a été s'installe. fait exprès pour laisser le glyphosate. Mais oui, c'est évident que quand François de Rugy voit arriver le truc sur le glyphosate et qu'il est 1h du matin, normalement on lève la séance à 1h du matin. Est-ce que l'Assemblée nationale est sous l'emprise de lobby? Moins que l'Élysée. Mais oui, de toute façon, c'est même pas des lobbies à l'Élysée. C'est leur pantin. Tu vois? Et tu regardes le parcours d'Emmanuel Macron. On va voir une loi sur les fake news. C'est une vraie rigolade. Tu veux réguler ce qui se passe dans les médias? Et ce que tu fais, c'est une loi sur les fake news. Bon, il lui est venu ce caprice, donc en plus, il faut voir comment ça marche, tu vois. Il ne veut pas faire un projet de loi, parce que s'il fait un projet de loi, il faut faire une étude d'impact. S'il fait une étude d'impact, ça repousse le projet de 4 ou 6 mois, donc ça ne sera pas valable pour les élections européennes. Et il veut que ça soit fait pour lui, pour les élections européennes. Donc il trouve un député qui, tiens, a l'idée concomitante, en même temps que le président de la République, d'une loi sur les fake news. Tu vois, il trouve un pantin pour lui porter son projet, un ventriloque, c'est un numéro de ventriloquie. Donc voilà comment ça se passe. Mais, je veux dire, tu veux réguler les médias en France et le seul truc que tu trouves à faire, c'est les fake news. Je veux dire, regardons les relations d'Emmanuel Macron et de Lagardère. Bah oui, regarde ce qu'a fait Emmanuel Macron avec Lagardère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est chez Rothschild. Quand il est chez Rothschild, il s'occupe du groupe de presse d'Arnaud Lagardère. Il revend un certain nombre de magazines. Il fait gagner du pognon à Lagardère, tu vois. Ensuite, il passe à l'Élysée. Déjà, il était arrivé, c'est déjà du pantouflage dans un sens, il repart pantoufler dans l'autre sens. Il devient conseiller économique de François Hollande. Qu'est-ce qu'il fait là? Il gère les affaires de Lagardère sur le côté Airbus.
tu vois, sorti à Lagardère de Airbus. C'est un truc qui va rapporter un paquet de pognon colossal à Lagardère, tu vois. Son client d'avant, il le sert à l'intérieur de l'Élysée. Normalement, ça devrait péter à la tête de tout le monde. Et c'est ce mec-là qui nous a fait une loi sur la moralisation de la vie publique, tu vois. Donc, non mais attends, c'est incroyable. Bon, et donc, troisième point, il est candidat à la présidentielle. Regarde la presse Lagardère. Regarde le nombre de unes du JDD. Regarde comment il a été servi. Bon, bah, c'est tout. Et si tu veux faire une loi sur l'information, tu l'as fait, mais tu t'attaques au problème. Regarde, il y a une, je ne l'ai pas amené, c'est dommage, mais enfin, il y a une du Parisien sur Bompard, le PDG de Carrefour. L'homme qui va révolutionner la grande distribution. Tu vois, au moment où Bompard annonce 2400 licenciements chez Carrefour, moi, j'ai des tas de petits magasins chez moi qui ferment, tu vois. À la fois des gens qui n'auront plus de quoi s'acheter de la bouffe dans leur Carrefour City machin à côté de chez eux, et en même temps, des salariés qui sont virés. Tu as des tas de caissières qui vont être virées. À ce moment-là, le titre du Parisien, c'est l'homme qui va révolutionner la grande distribution. Tu te rends compte? Pourquoi? C'est beau. Mais pourquoi? Parce que Bompard, Carrefour, actionnaire principal, Bernard Arnault. Le Parisien, actionnaire principal, Bernard Arnault. Donc, tu as en fait Bernard Arnault qui fait la pub de son propre magasin à la une de son journal. Mais nulle part, il n'est inscrit dans le Parisien, ce serait le minimum d'honnêteté. Attention, notre actionnaire, notre propriétaire, c'est l'actionnaire dominant de chez Carrefour. Tu vois? Nulle part, c'est inscrit. Bon, Bernard Arnault, au passage, ami et soutien d'Emmanuel Macron. Mais si tu prends la liste Sanofi, tu vois, donc le grand laboratoire pharmaceutique, qui quand même a produit avec la Dépakine des dizaines de milliers vraisemblablement d'enfants autistes. Tu regardes qui supprime des usines qui n'ont jamais servi. Une usine qui n'a jamais servi à Montpellier. Sur les fake news, te perds pas. Ouais. Ah non, mais alors là, sur la fake news, d'accord, mais là, j'étais parti sur... Le lien au départ, c'était sur l'Élysée comme lieu. En fait, c'est même pas les lobbies. Tu sais, les lobbies, c'est un terme qu'il faudra ne plus employer. Je t'expliquerai pourquoi après. Mais Sanofi, scandale de la Dépakine, destruction d'une usine et de milliers d'emplois, mais destruction de la recherche. Ça veut dire que là, on n'est pas seulement sur un problème social, on est sur un problème sanitaire. Prise de contrôle par les actionnaires, politique de cash à fond. Donc destruction d'un outil sanitaire par le pressage des actionnaires. Bon, on pose la question là-dessus à Édouard Philippe dans l'hémicycle. Il nous répond, on ne peut pas critiquer une grande entreprise française. Castaner avait été quelques jours plus tôt sur le site de Sanofi. On ne peut pas critiquer une grande entreprise qui réussit. Et de la même manière, Édouard Philippe était allé voir Weinberg, le PDG de Sanofi, sur l'un de ses sites. Et c'était quelque chose qui avait été fait discrètement, qui était fait à la demande du Cercle de l'Industrie. Je ne sais pas si tu connais le Cercle de l'Industrie. Donc un truc fondé par Strauss-Kahn, mais qui était un vrai nid à lobby, quoi. On n'en tient informé ni les syndicats, ni les Français, ni les salariés, ni les médias. Personne n'est au courant de la visite d'Édouard Philippe, tu vois. Et qui a été le seul invité à un moment, Emmanuel Macron, tu sais, lors du passage de relais avec François Hollande en mai, font la foule. On voit ça sur BFM. Ils font la foule et il va voir qui? Il va voir Serge Weinberg. Qui est Serge Weinberg? C'est l'homme qui lui a permis, qu'il a rencontré dans le truc Attali, la commission Attali, et qui lui a permis de rentrer chez Rothschild. Tu vois? Et donc, putain, mais il est entouré par ça. Et donc, évidemment, il est impossible de critiquer Sanofi. Aujourd'hui, le fait que Sanofi paye pour le scandale de la Dépakine, c'est impensable pour le gouvernement français. Le gouvernement risque de préférer payer plutôt que de faire payer Sanofi. Et c'est pas pour les bienfaits de l'industrie française, c'est pour les bienfaits de cette oligarchie. Tu sais, je te disais, lobby, c'est un terme qui convient pas. C'est un truc dont j'avais discuté avec Geoffrey Goens, qui est un universitaire belge qui travaille beaucoup sur l'Europe. Je lui parlais des lobbies à Bruxelles. Bon, on peut raconter plein d'anecdotes là-dessus. Mais il me dit, non, c'est vraiment une mauvaise manière de voir les choses, parce que ça suppose qu'il y ait deux choses séparées.
qu'il y ait d'un côté les parlementaires et la Commission européenne, et qu'il y ait de l'autre côté les lobbies qui font pression sur eux. Mais c'est pas ça comme ça qu'il faut regarder. C'est pas des lobbies. Les intérêts du grand capital, de l'oligarchie, ils sont représentés directement par la Commission européenne. Ce sont des marionnettes. Macron, je prétends même pas, c'est une erreur, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais, c'est une facilité de langage de dire que les lobbies font pression sur Macron. Ils font même pas pression. Il en est pénétré. Il est pénétré du fait que faire le bien des plus riches dans le pays, c'est faire le bien du pays. Il voit la société française à travers cette classe qui est la sienne, celle qu'il rencontre tous les jours, ses visiteurs du soir. Il est baigné là-dedans. Tu vois, je me baladais dans ma circonscription au moment où il a décidé de faire l'exit tax. Je rencontrais une association de demandeurs d'emploi qui aidait à faire de la mobilité, qui va être supprimée. Un étudiant qui ne pourra pas poursuivre ses études, et ainsi de suite. Et paf, à ce moment-là où je fais ces rencontres-là, il fait l'exit tax. Près d'1 milliard d'euros, 800 à 900 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que les gens qui rencontrent quotidiennement, c'est des gens qui sont confrontés à cette grave difficulté de devoir payer cette taxe. Mais ce n'est pas les gens que j'ai rencontrés dans mon coin, les demandeurs d'emploi. Le jour où il ira les rencontrer, eux, ça fera les images, ça fera les photos et puis tout ça, mais ça n'arrivera qu'une fois. Bon, pourquoi la loi sur les fake news avant les élections européennes ? Parce que ses copains veulent de l'Union européenne à gogo, parce qu'ils ont peur que les médias russes influencent la politique intérieure contre l'Union européenne. Pourquoi ? Médias russes ou américains. Ouais, mais moi je crois que foncièrement, tu vois, je vais te dire, moi, je disais tout à l'heure, merci Mark Zuckerberg. Je veux dire que je n'existerai pas aujourd'hui comme figure. Je me permets de penser que je suis une petite figure de la vie politique française. Je n'existerai pas aujourd'hui comme figure si je devais compter sur les médias dominants. Tu vois, par exemple, cette nuit, là, le gros scandale, c'est que ma chemise est sortie du pantalon. Et j'étais, par exemple, la première fois que ma chemise est sortie du pantalon et que ça fait des ravages dans les grands médias, c'était la nuit où j'avais dénoncé ça dans la moralisation de la vie publique, sur Macron, sur Lagardère, sur Sanofi, et j'y avais été franco. Et je m'étais pris des gens dans l'hémicycle qui me disaient on n'a jamais parlé d'un président comme ça. Et je sentais que ça bougeait, que c'était, tu vois, que c'était heurtant. Moi, je ne savais pas si je devais le faire, mais enfin, on était dans un instant intense. Et le seul truc qui était ressorti de cette nuit-là dans les médias, c'est Ruffin à sa chemise sortie du pantalon. Merde. Technique classique. Ouais, mais tu vois, et heureusement, il n'y a pas que ça. Tu vois, mais un autre truc, c'est une fois, je pose une question au gouvernement sur la dépakine, réponse scandaleuse d'Édouard Philippe, et pour une fois, je me dis, tiens, je vais me faire la salle des 4 colonnes. Tu sais, là où il y a tous les journalistes qui grouillent. Je déteste ce truc-là. Grouille. Ouais. Comme de la vermine. D'habitude, j'y vais pas. Mais bon, là, je me dis, je veux le porter, j'y vais. J'arrive, c'est, qu'est-ce que vous pensez du drapeau de l'Union européenne ? Putain, tu vois, tu cherches à porter un truc qui te tient à cœur et tout ça, et heureusement, il y a Internet. Heureusement, il y a Internet. Et du coup, tu parviens à contourner ça, tu montres qu'en fait, il y a un paquet de gens qui sont intéressés par autre chose que les querelles à 2 balles, et du coup, les médias, ensuite, vont s'en emparer éventuellement. Mais seulement après. Donc, moi, je crois qu'au fond, le réflexe contre les fake news, chez Macron, est un réflexe de grande méfiance à l'égard des canaux qu'il ne contrôle pas. C'est de la peur. En tout cas, tu vois, on parlait du traité constitutionnel européen, il est évident qu'à l'époque, les médias faisaient campagne pour le oui. Mais aujourd'hui, il y a des canaux souterrains de diffusion de l'information. Et ça, ils les contrôlent bien moins. Et je pense que là, il y a des lieux d'expression, il y a des terrains pour faire passer des idées divergentes, et ainsi de suite. Vous en êtes un. Lesquels ? Des idées divergentes. Bon, tu vois, tout ce que je viens de te raconter là, ce que vous faites sans doute chaque semaine. Là, les idées peuvent passer par ce biais-là. L'idée qu'on doit sortir de la croissance. Je veux dire, c'est un mythe. Moi, je suis accroissant. Je ne suis même pas décroissant, tu vois. Je suis accroissant. Mais il faut en finir avec la croissance. Il faut en finir avec l'espérance de croissance et de croire que c'est la croissance qui va nous conduire à améliorer nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vrai. Ça te fait pas faire des cauchemars quand tu dis ça ? Parce que je te donne un exemple. Nos marchés financiers sont basés sur une fonction exponentielle. Notre dette est basée sur une fonction exponentielle. Si tu commences à vouloir faire de la décroissance, les marchés financiers vont convulser. Bon, tu sais, moi, j'ai déjà fait tout un bouquin qui rappelle dans l'histoire les solutions à la dette.
Donc il peut y avoir l'inflation comme solution à la dette, qui est la plus récente qu'on ait utilisée, mais peut y avoir un certain nombre de solutions. La déflation et la stagflation. Non, mais il y en a d'autres, tu vois, c'est simplement ne plus payer. C'est de mettre ceux auprès de qui on a des dettes en prison. Colbert l'avait fait. Tu vois, donc il y a un certain nombre de décisions qui peuvent être prises sur le terrain de la dette. Tu vas mettre les Chinois en prison ? Hein ? Tu vas mettre les Chinois en prison ? De toute façon, eh ben, écoute, ne payons plus. Si vraiment la dette elle est auprès des Chinois, ne payons plus notre dette et puis ça ira, tu vois. Tes chaussures c'est made in China, tes chaussettes c'est made in China, Ouais. ton jean c'est made in China. Ouais, d'accord. Et alors ? Tu vois, bon, et alors ? Je veux dire, on est en permanence placé, on est dans un bain capitaliste. Et on ne peut pas faire comme si on en était extrait. Tout geste que tu fais est lié en effet à une multinationale. C'est pas trop tard. Non, je crois pas que ça soit trop tard. De toute façon, si c'est trop tard, on arrête et puis on fait quoi ? On fait plus rien, tu vois, on rentre chez soi. Bon, terminé. Donc voilà, non. Et donc, toujours un espoir. Bon, en tout cas, tu sais, c'est le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Donc voilà, donc c'est tout. Il faut maintenir ça. Et puis les jours où je suis en dépression, ça m'arrive, je me montre pas. Bon, revenons sur les fake news. Russia Today, ça te fait penser à quoi ? J'y suis jamais passé. Pourquoi ? Je sais pas. Parce que y a des gens à l'intérieur qui ont invité à voter pour Marine Le Pen et que c'est pas trop mon truc, quoi. Lesquels ? Ouais, je cite pas, non, tu vois. Ah, si, il faut des noms. Non, c'est bon. Voilà, donc... Vas-y, reprends ton petit verre où il y a du miel dedans, là. Ouais, dans l'autre. Voilà. Non, c'est bon, voilà. D'accord. Spoutnik ? Non, je sais pas trop. Je regarde pas trop tout ça, honnêtement. Tu vois. Bon, pendant qu'on te laisse Tu sais, t'éclaircir je vais te dire, moi, je reste un gros lecteur de bouquins. Bah ouais, tu fais les yeux au ciel. Quel est ton dernier bouquin ? Je suis en train de lire Moby Dick. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je t'écoute. Je suis en train de lire ma fiche, qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais pas, ça a l'air de pas te plaire comme littérature. Si, Moby Dick, c'est bien. Tu sais, la question, c'est quand tu es dans un espace aussi clos que l'Assemblée nationale, où on se demande une forme de taylorisme législatif, tu votes. T'appuies sur ton bouton. On t'a écrit un texte pour porter tel amendement. Bon, c'est comment tu fais pour sortir de cette mécanique et avoir autre chose à rapporter. Il faut de l'air du dehors. Et l'air du dehors, c'est soit les gens, soit des bouquins, soit tout ça. Mais il faut absolument maintenir ça. Et j'ai l'impression que, tu sais, dans les reproches qui sont faits aux députés, vous n'êtes pas là, c'est qu'on voudrait avoir des robots. Mais mettez des robots. Moi, c'est pas ça que j'espère. J'espère porter une forme d'humanisme, j'espère porter des valeurs, j'espère trouver des moyens d'expression, mais ça demande à respirer. Ça demande ça demande pas d'être le nez collé aux amendements, à l'alinéa 1, alinéa 2 et machin. Et si je deviens ça, je vais me dessécher, je vais me racornir, qu'est-ce qui va rester de mon âme ? Faut que je la sauve, mon âme, non ? T'as une âme ? Est-ce que t'as un ami imaginaire ? Est-ce que tu crois en Dieu ? Non, malheureusement. Pourquoi malheureusement ? Parce que quand même, de penser que après la vie, il y a encore de la vie, c'est un truc qui peut être rassurant, non ? Bon, on va te faire une petite pause là comme ça. Ça vient Jacques Chancel et Dieu dans tout ça. C'est ça. Ou Marc Ullmann. Le journalisme, la liberté de la presse en France, ça en est où ? Qu'est-ce que t'en penses, toi en tant que journaliste ? La carte de presse, ça sert à quelque chose ? Ça fait une déduction fiscale. 7 500 €. Ouais. Je l'ai plus, hein, moi, pour te dire, mais quand même. À part ça, ça aide à rentrer dans un certain nombre de trucs, mais enfin, c'est pas non plus un pass. Donc, c'est pas la carte de presse qui fait. Moi, au contraire, je suis assez attaché au fait que le journalisme, il y ait du flou dans ce qu'est un journaliste. Et qu'on accepte ce flou, qu'il n'y a pas besoin de faire d'école. Par exemple, je suis contre l'école obligatoire, qu'un tel serait journaliste et pas un tel serait journaliste. À partir du moment où tu interviews des gens, où tu écris des articles, où tu publies, tu vois, t'es journaliste, en fait, dans les faits. Moi, j'ai pas été journaliste à partir du moment où j'ai eu ma carte de presse. J'ai lancé Fakir en 1999 et je suis journaliste depuis 1999, à partir du moment où j'ai pris la plume, quoi. Donc, après, il y a tout le système des grands médias que je t'ai décrit. Et c'est là où on va peut-être en revenir à l'âme. Il y a la loi sur le secret des affaires, sur laquelle je me suis beaucoup plus bagarré que je ne vais le faire sur les fake news, quoi. Mais je crois que le désir de vérité, le désir de porter autre chose, de porter des valeurs, de ne pas se laisser enfermer dans le seul argent roi, ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent.
il y en aura toujours pour le porter. Il y aura quelque chose qui résistera dans les hommes. Et, tu sais, quand je vois le parcours de Denis Robert, par exemple, les 97 ou 93 procès qui s'est payé à peu près dans tous les coins d'Europe, et en tout cas partout en France, le tour des tribunaux qu'il a eu à faire, tous les huissiers qui sont passés chez lui, les menaces sur lui, sur sa famille et tout ça, c'est pas une loi de plus, type secret des affaires, qui fait qu'il aurait canné. Il avait une vérité à porter, et il l'a portée. Et il l'aurait porté dans toutes conditions. Donc moi, je crois que, quoi qu'il fasse, il y aura quelque chose qui résistera en l'homme. Maintenant, le problème, c'est que du coup, les porteurs de vérité doivent devenir des héros, quoi. Et c'est ça le problème. C'est que il faudrait qu'on puisse faire son travail normalement, d'information. Tu vois, moi, je trouve remarquable ce que fait Élise Lucet. Hein. Je suis vraiment un amoureux d'Élise Lucet, quoi. Ces magazines... Elle t'a radicalisé? Non, je pense pas qu'elle avait besoin. Pourquoi? tu sais, je pense pas qu'elle avait besoin. C'est elle qui s'est quand même radicalisée dans son parcours, qui est quand même très intéressant, quoi. Donc voilà. La liberté de la presse. Bah, quand tu regardes les magazines d'Élise Lucet, moi j'avais porté un amendement pendant le secret des affaires qui était l'obligation pour les grandes entreprises d'ouvrir leurs portes et l'obligation pour les dirigeants d'entreprise de répondre. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais aujourd'hui des firmes, enfin un pouvoir qui était absolument colossal et dont le rendu qu'ils avaient à faire aux citoyens, aux consommateurs et tout ça était quasiment nul. Un homme politique, on lui demande des comptes en permanence. Et soit, tu vois, un fonctionnaire, on peut lui demander des comptes sur les décisions qu'il a prises. Qui tu peux... Il n'est pas promu quand il fait des conneries? Il peut. Je ne dis pas que le système soit parfait, mais je pense qu'on peut aller l'emmerder. Je pense que les médias sont autorisés à aller l'emmerder, comparé au pouvoir dont il... Par exemple, la nana qui a bloqué Rouchat Toudet devant l'Elysée avant-hier. Là. La nana. La responsable de la communication de l'Elysée qui a bloqué le journaliste d'RT qui avait sa carte de presse. Est-ce qu'il faut aller attraper son nom et l'allumer en place publique? La nana qui a été envoyée pour faire ça? Et qui a été secondé par l'officier de gendarmerie qui a dit voilà, ça vient de plus haut, on vous fera pas rentrer, c'est le président qui a dit ça. Bah, je veux dire, là, tu viens de me dire quelle est la cause de tout ça. Je veux dire, celui qu'il faut allumer, tu viens de le nommer, c'est le président, c'est celui qui décide de faire ça, quoi. Non? Qui ne respecte pas la carte de presse? Qui fait de la discrimination envers des journalistes? Bah oui, c'est évident. C'est évident que si la cause... Est-ce qu'il ne faut pas taper le fonctionnaire qui est le pouce-bouton? Par exemple, le mec qui conduisait le train, qui était de la SNCF et qui a conduit des juifs dans des camps. Bah, tu sais, en l'occurrence, je trouve que c'est un exemple malvenu quand on sait que les plus gros noyaux de résistants ont été dans la SNCF. Tu vois, il faut quand même rappeler ça au moment où l'entreprise ferroviaire est attaquée. Tu sais, par exemple... Le devoir de retrait chez les fonctionnaires est un peu oublié. Bah, il faudrait qu'ils puissent s'exercer. Maintenant, c'est comment tu fais pour garantir un statut aux lanceurs d'alerte, tu vois. Et admettons, tu vois, dans tout le truc secret des affaires, moi je disais, si vous voulez faire le secret des affaires, d'abord on va le restreindre, parce que là, en fait, votre secret des affaires, c'est pas que sur le secret industriel et commerciaux, c'est à peu près sur tout. C'est-à-dire que si tu sors la fiche de paye d'un dirigeant, on peut considérer que c'est une atteinte au secret des affaires. Si on sort un document comme quoi il va y avoir un plan de licenciement dans la semaine prochaine, c'est une atteinte au secret des affaires. À peu près tout peut rentrer dans le secret des affaires aujourd'hui. Mais par ailleurs, moi j'étais pour construire un deuxième volet, qui sont un volet positif pour contrebalancer. Vous assurez ça aux multinationales? Très bien. Eh bien alors, rajoutons ça et assurons ça à la société civile, assurons ça aux journalistes. Assurons, par exemple, de pouvoir accéder à tous les rapports de l'inspection du travail, de la direction de l'environnement quand elle va chez Lactalis. Rendez ça public. Rendez-le public, faites-le mettre automatiquement sur les sites internet. C'est pas un truc révolutionnaire, c'est un truc qui existe aux États-Unis, hein, le Transparency Act. Donc tu vois, la transposition de ça en France, refus. Mais aussi, voilà, le fait qu'il puisse y avoir, par exemple, dans les abattoirs. Moi, je suis pour que dans les abattoirs, il n'y ait pas forcément de vidéosurveillance, mais qu'il y ait un libre accès des ONG et des journalistes aux abattoirs. Mais plus généralement aux entreprises. Moi, j'étais journaliste local pendant 10 ans, que à Amiens et dans la Somme. La principale entreprise privée, c'était Goodyear, tu vois. C'était le plus gros truc de toute la Picardie. Eh bien, en 10 ans, je n'ai jamais pu accéder à l'usine Goodyear.
Le seul truc où je pouvais aller, c'était le local syndical, où tu as des néons qui clignotent, et puis tu bois un café sur une table en formica, tu vois, et c'est tout ce que j'ai vu. Et ce qu'on me décrivait de l'usine, avec les mecs qui galèrent sur le bamburi, qui en sortent la gueule noire, les odeurs, on n'a pu que me le raconter, en aucun cas je n'ai pu y accéder, je n'ai pu le voir, je n'ai pu le sentir moi-même. Eh bien, je pense que c'est un souci démocratique. Et donc, il faut faire ouvrir ça. Il faut qu'on puisse voir aussi comment les gens travaillent. Les associations qui infiltrent ce genre d'abattoir, est-ce que tu es pour, tu es contre? Je suis absolument pour. Non, je suis pour. Maintenant, on ne résoudra pas le problème des abattoirs et plus généralement de l'élevage industriel par la seule somme de dénonciation. Qu'on aille un coup dans un élevage en Bretagne, qu'on aille un coup dans un abattoir dans le sud de la France. Il faut leur donner un statut de lanceur d'alerte? Oui. Oui, mais surtout, il faudrait qu'il y ait un statut pour les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, il n'y a rien quasiment, tu vois. Snowden, il faut lui accorder la nationalité, l'asile politique, il faut lui faire quoi? J'y suis absolument favorable. Julian Assange, le regroupement familial, on en est où? Moi, j'y suis favorable aussi. Voilà, je pense que Snowden et ainsi de suite, c'est des gens qu'il faudrait absolument défendre. Et on se grandirait à le faire. Bon, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'aujourd'hui... Parce qu'on a baissé notre culotte devant les États-Unis. C'est une évidence absolue. Je me fais l'avocat du diable encore. Non, mais je veux dire, on peut énoncer un certain nombre de truismes comme ça, mais quand tu vois comment, au moment où on a appris qu'on était espionné par les États-Unis et que la réaction a été... on a fait semblant de s'émouvoir, et puis la semaine d'après, c'était oublié, t'as compris qu'on est des carpettes aujourd'hui. On a expulsé aucun diplomate américain? Parce qu'on a instauré aucun rapport de force avec les Américains sur ce côté-là. Peut-être qu'on peut pas. Moi, je suis de ceux qui croient qu'on peut, tu sais. Comment? Il faut vouloir. Je veux dire, il faut vouloir. Tu vois, tu dis Snowden, on l'accueille. Quand t'imagines, c'est Snowden, qu'est-ce qui a été rapatrié on a cru qu'il était dans un avion, on a fait contrôler le ciel. Tu te souviens plus de cette histoire-là? Snowden. C'était Snowden. Bon, attends, on a fait atterrir, je crois, le président péruvien ou bolivarien. Ouais. Mais c'est un truc de dingo. Tu vois, on coupe des avions dans le ciel parce qu'on se dit le mec est peut-être dans l'avion et on est tellement complice des États-Unis alors qu'ils n'ont rien sur ce cas-là. Je veux dire, ce mec a rendu service. Il a rendu service, tu vois. Donc, on est des valets dans ces cas-là. Et évidemment, je souhaite qu'on sorte... C'est pas mon grand truc, la politique internationale, on l'a compris. Mais enfin, je souhaite qu'on ne soit pas des valets, quoi. Président bolivarien qu'on a fait atterrir. D'accord. On n'est pas des valets, on sous-traite notre renseignement aux États-Unis. Sans la NSA, on ne peut pas faire de guerre contre le terrorisme. Qu'est-ce que tu penses du concept de guerre contre le terrorisme? J'en suis pas un spécialiste. J'avais interviewé... oh merde, comment il s'appelle, un mec du Monde qui avait publié un bouquin. Samuel Laurent, non, il publie pas le bouquin, lui. Non. Ah merde, je me souviens plus du Monde des livres. Et qui faisait une analyse de qui étaient les djihadistes. Bon, à la racine de tout ça, de toute façon, ça ne va pas résoudre les conséquences. Hein. Mais à la racine de tout ça, c'est quelle espérance tu remets. Je parlais de l'espérance pour les classes populaires, mais il y a aussi l'espérance, quelle espérance tu remets dans les quartiers. Et si la seule espérance qu'on a apportée, c'est celle hyper matérialiste de consommer davantage, ça n'est plus une espérance. Et donc il faut qu'on porte un autre idéal, quoi. Et voilà, je vois combien la quête d'idéal est complètement tordue. Donne-nous ton idéal. Je crois que je suis simplement porté par la continuité de la Révolution française et par une espérance de grande fraternité, quoi. Déjà d'abolition des classes, quoi. Tu sais, en tout cas, c'est pas un idéal parce que je te dis que j'étais pas très fort en ça et tu vois, j'en vois l'absence aujourd'hui. Je sais pas si je l'ai si j'ai quelque chose pour le remplir, mais en tout cas, la devise que je trouve la meilleure, c'est celle d'Hervé Kempf dans Comment les riches détruisent la planète et qui tient en 4 mots, c'est consommer moins, répartir mieux. Consommer moins, c'est la nécessité écologiste et répartir mieux, c'est l'urgence sociale. Et je pense qu'une fois que tu as mis ces 4 mots-là ensemble, tu as la direction, en tout cas, dans laquelle moi, je souhaite aller. Donc c'est très bien, tu me lances sur le prochain sujet. La collapsologie, ça te fait penser à quelque chose? Ça veut dire que tout va s'effondrer
Il te reste un peu de miel, si tu veux. Je ne sais pas si tout va s'effondrer. En tout cas, je sais qu'il faut être prêt à remplacer. Oui. Ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent. Tu vois, soit on considère qu'il y a les choses vont aller lentement et puis tout ça. Je pense qu'il peut y avoir... prenons la crise de 2009, on en a discuté avant au bistrot. Mais... Qui n'était pas un bistrot, d'ailleurs. Ah bon, c'est pas un bistrot, c'est quoi? C'est une cave à bière. Ouais, bon, c'est un genre de bistrot quand même, non? Mais donc, la crise de 2009, on a un moment où le libéralisme chute. Et où les tenants de ce libéralisme vont en direct à la télévision pour se battre la coulpe en disant « c'est scandaleux tout ce qu'on a fait, on n'aurait pas dû produire de l'endettement comme ça, vraiment la finance a pris le pas sur l'existence des gens, on ne doit plus faire ça » et ainsi de suite. Tu veux rajouter quelque chose? On a surtout un baril de pétrole qui flirte avec les 147,90 $. Ouais, mais enfin bon, toujours est-il qu'ils viennent en direct pour dire ça. Et là, si tu veux, les manifs qui sont faites, des grosses manifs, quand même. Il doit y avoir plus d'1 million de personnes à cette époque-là. Je dis peut-être des conneries, il faut vérifier. Mais en tout cas, il y a 3 grosses manifs d'affilée, me semble-t-il, au printemps 2009. Et le thème de la manif, c'est « Nous ne payerons pas leur crise ». Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'on n'a rien à proposer. Ça veut dire que le contre-projet, il n'est pas là pour être mis sur la table. Genre nationalisation du crédit. Tu vois ? Le Glass-Steagall Act aussi. Par exemple, mais tu vois, c'est une espèce de mesure minimale, le Glass-Steagall Act. Qui consiste à la séparation des banques d'affaires et des banques d'épargne, on va dire, des banques de dépôt. Bon, mais c'est un espèce de truc minimum. Comment on est sorti de cette crise-là sans même avoir cette décision-là? C'est absolument incroyable. Mais de manière plus générale, quelle politique douanière on met? Qu'est-ce qu'on fait face à la libre circulation des capitaux et des marchandises? Il y a zéro réponse à ce moment-là. Tu vois. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Tel un sphinx qui renaît de ses cendres, eh ben, ce libéralisme s'est remis sur ses pieds. Jusque peut-être la prochaine crise, le prochain effondrement. Mais si jamais nous, de notre côté, on n'a pas fait mûrir un certain nombre d'évidences, c'est-à-dire pas juste des évidences théoriques dans 3 livres portés par 3 intellectuels, mais des évidences qui se sont disséminées dans la société française et qui font qu'on l'a comme mesure de remplacement immédiat quand leur truc y chute, eh ben, ça sera une nouvelle fenêtre d'opportunité qui s'ouvrira et qui se refermera. Donc, l'un des travaux que nous avons à faire, c'est de porter des idées et de les amener à maturation et de les disperser dans la société française, même si elles paraissent aujourd'hui inutiles, même si le climat politique n'est pas prêt à s'en emparer. Eh bien, demain s'ouvrira peut-être une fenêtre d'opportunité due à un collapse, à une chute, qui fait que ça sera le moment de les mettre à l'intérieur de cette fenêtre. Voilà une petite partie de mon travail. Quoi. Tu parles de demain. Est-ce que tu as vu un reportage sur Arte qui s'appelle « Demain, tous crétins » sur la proportion des perturbateurs endocriniens à ralentir la capacité cognitive des gens et surtout des nouveau-nés Non, j'ai pas vu ça. Mais en revanche, pour préparer le secret des affaires, j'ai regardé... bah ouais, tu vois, comment tu... Je vais te dire... Tu penses pas qu'il y a une dissonance cognitive entre la réalité des faits et la capacité des gens à comprendre ce qui se passe réellement? Bah, de tous, de moi, à commencer. Moi, je me crois pas intelligent, tu sais, je te l'ai déjà dit. Donc, sans doute qu'il y a une dissonance. Mais tu sais, par exemple, sur le fait qu'on devienne moins intelligent, moi, ce que j'ai vu qui potentiellement pouvait me rendre moins intelligent, c'est Internet. Je vais t'expliquer, mais c'est le téléphone portable, les SMS. Maintenant, j'ai un fil Telegram et tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu écris, il y a toujours un moment où tu vois, ta pensée, elle devient un peu floue, tu ne sais pas ce que tu vas écrire ensuite, tu butes. Et en fait, c'est le moment le plus intéressant. C'est le moment où tu dois chercher autre chose, tu vois. Et si jamais là, tu as un accès à Internet, qu'est-ce que tu fais au moment où tu butes? Tu vas aller contrôler ton mail. Tu vas aller regarder le fil Telegram. Et tu perds le fil de ta pensée. Et donc, je pense que... C'est toi qui fais ça. Parce que nous, quand on bute, on va voir nos copains de la communauté pour s'endurcir. Bah peut-être, mais tu vas aller voir les copains de la communauté, je suis pas sûr que ça soit un truc qui maintienne la concentration. Moi, je te dis juste, en termes d'écriture, j'ai senti combien ma capacité de concentration, elle pouvait être entamée par un genre de truc multitâche permanent. Et ça, je l'ai senti sur mon cerveau. Et c'est une lutte pour moi que de réussir à le maintenir à distance. Tu vois, ne serait-ce que lire, quand tu es plongé dans un truc d'adrénaline,
comme la vie politique, où on te demande des tas de trucs en même temps, où tu as des assistants, des machins qui te posent des questions et tout ça, tu peux toujours répondre en permanence à des sollicitations. Et du coup, lire ou écrire, qui sont des trucs qui demandent du temps, qui demandent une certaine continuité intellectuelle, c'est quelque chose qui devient séquencé et quasiment impossible. Et tu sais, quand j'ai déjà rencontré des députés auparavant, quand j'étais journaliste, et je me disais, putain, ils sont cons. Ils sont quoi? Cons. Ou prétentieux. Ouais, mais tu vois, c'était juste, tu leur demandais, ils lisaient plus. Ils lisaient plus. Tu vois, qu'est-ce qu'il y avait comme contenu intellectuel? Il y avait plus grand-chose. Tu dis, mais c'est pas possible d'être amené à produire des lois, de devoir réfléchir à comment fonctionne la société française, vers où on veut l'emmener, tu vois, sans lire. Et j'étais confronté à ce vide. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'il y ait d'un côté, tu vois, le vide des gens. Mais je te dis, sur l'économie, les gens, ils ont compris l'essentiel. Plus que l'élite. Sur la création monétaire, ils ont compris? En tout cas, par exemple, tu vois, sur les questions... le vieil adage. Sur les questions de... Tu connais le vieil adage. Si les gens comprenaient le système financier, demain, il y aurait une révolution. Mais tu vois, je ne crois pas. Je n'y crois pas à ça. Ben oui, parce que... Ils vont jamais comprendre? Non. Je ne crois pas qu'à partir du moment où tu as compris, ça te suffise à produire une révolution. Ou à produire même une révolte. Parce que le découragement, je ne sais pas, il faut mesurer ça. Cette résignation quotidienne, de ne pas avoir non plus de voix qui te porte, tu vois. Tu verrais qui porter la voix? Jean-Luc? Bah, en tout cas, il l'a porté. Il a fait combien? Hein? Il a fait combien? Bah, d'abord, il faut voir de où tu pars et où tu arrives. Non, il a fait combien? Il a fait 20% à peu près. Et c'est suffisant? Bah, c'est une étape. En tout cas, c'est mieux que de là où on est parti. Tu vois, moi, j'ai vu mon camp. C'est quoi ton camp? Mon camp, c'est la gauche. Tu vois, j'ai vu. Gauche, le PS? Non, ça fait longtemps que je ne considère pas plus que le PS soit de gauche. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des alliances à l'avenir. La gauche caviar? Hein? Benoît Hamon. Benoît Hamon, c'est ton copain? Non, mais Benoît Hamon, c'est ton copain? C'est quelqu'un que j'ai rencontré. Mais... T'as rencontré, c'est bien. Mais c'est ton copain ou pas? Non, c'est pas du tout mon copain. Mais je veux Pourquoi dire, c'est pas ton copain? parce que je l'ai vu 2 fois, tu vois, je l'ai vu 2 fois. Donc c'est pas quelqu'un... Au niveau de ses valeurs, c'est un opportuniste, c'est quoi? Non, je dis pas que c'est un opportuniste. Je sais pas, il trace son chemin. Il appartient à la gauche. En tout cas, j'ai aucun doute sur le fait qu'il appartienne à la gauche. Tu vois, c'est pas grave. Mais et de toute façon, il faudra demain construire quelque chose où on soit ensemble. C'est l'évidence pour moi. Et on va pas construire des cloisons. Je suis pas là pour construire des cloisons entre les gens. Manuel Valls, tu veux faire des... Non, je veux dire, ça c'est tout, c'est terminé. Là, tu passes à autre chose. Entre Benoît Hamon et Manuel Valls, t'as un fossé. Pourquoi tu lui tendrais pas la main? Non, parce qu'il est de droite, mais ça fait longtemps qu'il est de droite. Tu vois, et même de toute façon, c'était le mec. C'est le truc. J'ai fait un bouquin qui s'appelle La guerre des classes, et dans lequel, en gros, c'était un bouquin sur le Parti socialiste, tu vois, et en particulier sur Vincent Payon. Heureusement, tu vois, c'est là qu'on voit que la vie politique française se clarifie à un moment. C'est que maintenant, les gens savent même plus qui est Vincent Payon. Donc voilà. Mais je veux dire, Manuel Valls, c'est quand même celui qui propose de supprimer le nom du Parti socialiste. Bon, peut-être qu'en effet, ça aurait été un exercice de vérité. Mais c'est quand même la branche la plus à droite du Parti socialiste qui fait 2% aux élections primaires et qui se retrouve... 4%, tu vérifieras, parce que je sais que vous vérifiez tout en direct. Donc ici, on se méfie, on se dit, putain, faut pas que je raconte trop de conneries. Bienvenue chez nous. Je me suis dit, il faut pas que je sois précis. Comme ça, en n'étant pas précis, tu vois. Il faut être précis. Qui se retrouve Premier ministre. Je veux dire, c'est... Mais déjà, Hollande... moi, je me suis intéressé à Macron quand il est devenu conseiller de Hollande. Déjà, Hollande était clairement pas un type de gauche, tu vois, mais depuis les années 80. Il est volontaire pour que la gauche soit de droite. Bon. Mais quand j'ai vu qu'il recrutait Emmanuel Macron pour lui parler à l'oreille et pour être le porte-voix des patrons à l'oreille de Hollande, voilà, c'est là que je me suis intéressé à Macron. C'est pour ça que j'ai lu ses biographies et tout ça. Très vite, je me suis intéressé au personnage. Alors, présidentiel, Hamon, il a fait 6,36 et Mélenchon, il a fait 19,58. Ouais. Pour information. Mais je parlais de Valls à la primaire. Ouais, bon, on va laisser El Blanco, El Blanco tout seul. La fête à Macron, ouais. c'est pas énerver les gens pour rien?
Quand tu vois des mecs brûler des effigies de Macron comme si on était en Iran. Bon, d'abord, ça s'est pas passé à la fête à Macron. Ah bon. Puisque tu tiens à être précis, Vas-y, ça s'est passé dans la manif des fonctionnaires qui a suivi. Donc, c'était pas du tout dans la fête à Macron. Donc voilà, non, je pense pas que... C'est pas par effet boule de neige. Non, bah, je pense pas que les gens, ils ont... Tu sais, ils ont pas besoin de moi pour détester Emmanuel Macron. Et Ils moi, ont besoin de toi pour canaliser leur pouvoir démocratique. D'abord, ils ont peut-être pas besoin de moi tout court, hein, tu sais, faut pas... non, Principe de Peter, c'est ça? non, là, j'en suis pas encore au principe de Peter. Le principe de Peter, donc c'est le principe, on dépasse son niveau de compétence et on devient incompétent. Pour l'instant, je trouve que ça va encore. Mais après, vous pouvez avoir des avis qui soient pas convergents. Je pense que pour l'instant, ça va encore. Non, c'est... dans la situation qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on essaye? Tu sais, c'était Roosevelt qui, au moment de la crise aux États-Unis, dit le peuple ne nous en voudra pas d'échouer, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. C'est ce que fait Macron? Nous devons essayer quelque chose. Non, je pense pas que Macron... Macron, alors là, bon, tu vois, le problème, si tu vas mettre sur Macron, on peut y passer... On aurait pu faire la totalité de l'entretien, ça aurait été un vrai fil conducteur. Non, Macron, c'est le nouveau visage d'une vieille politique. J'avais dit à un moment, c'était le thatchérisme à visage poupin, tu vois, comme on disait, le socialisme à visage humain. Mais, je veux dire, la politique d'Emmanuel Macron, c'est celle de la gauche et de la droite depuis 1983. En 1983, François Mitterrand doit faire un choix, c'est est-ce qu'il sort du système monétaire européen, est-ce qu'il instaure du protectionnisme, ou est-ce qu'il se résout à une politique déflationniste, une politique de mise en concurrence des salariés français avec les salariés européens. Bon, voilà. Et il fait ce second choix. Et c'est ce que, à l'époque, Lionel Jospin appelle, qui était premier secrétaire du Parti socialiste, l'ouverture de la parenthèse libérale. Cette parenthèse libérale, elle n'est toujours pas refermée. Elle est toujours pas refermée à gauche. Et donc, Emmanuel Macron, la politique qu'il mène aujourd'hui, c'est pas du tout une politique originale. Il la mène avec plus de force et plus de virulence que ses prédécesseurs, sans doute. Mais je dirais que c'est presque la phase terminale d'un processus. J'espère, tu vois. Peut-être que c'est une fausse espérance. Mais c'est pousser à bout la logique de 1983. Mais je ne vois pas grand-chose de neuf dans sa politique sur le terrain économique et social. Il faut diminuer, en gros, il faut diminuer le coût du travail. Bon, bah, c'est pas quelque chose qui est très original. Même ces trucs-là, il va faire une loi sur l'apprentissage. Mais c'est déjà ce que racontait le Parti socialiste dans les années 80. Donc, on est dans une vraie continuité. Il faut aider les entreprises, il faut diminuer les impôts pour les riches, il faut diminuer les impôts pour les multinationales, sinon elles vont partir ailleurs. On a ce discours-là, c'est celui de la droite et de la gauche de gouvernement depuis les années 80. Donc, on n'est absolument pas sorti de ça. Juste, la force de Macron, ça a été que, à un moment, et c'est ça qui pour nous est désarçonnant, c'est qu'on pense que l'histoire était en train de changer, que le protectionnisme avait plus le vent en poupe, que le libre-échange avait terminé. Et Macron, il vient réussir à réunir le centre-gauche et le centre-droit, à tout mettre sous sa coupe, et du coup à encore constituer un bloc qui est plus fort que les forces du non, quoi. Et donc, il réussit ce truc-là en faisant fusionner les deux centres, on va dire. Et donc, ça représente une vraie puissance. Mais sur Il a bien niqué quand même. Hein. Oui, tout à fait, mais pas que... Enfin, je veux dire, quotidiennement. C'est quoi être français pour François Ruffin? Oh merde, il n'y a plus rien là-dedans. Je passe à... pour François Ruffin être français. Écoute. C'est quoi? C'est lire la lettre de Guy Moquet? C'est quoi? Moi, c'est l'histoire socialiste de la Révolution française par Jean Jaurès. C'est continuer à porter Mirabeau. Je sais que, y compris dans la gauche, surtout dans la gauche, il n'a pas bonne figure Mirabeau, mais c'est Mirabeau, Danton, Robespierre, Marat, Gracchus Babeuf. Et je signale que tous ces hommes-là, ce sont des hommes que Jaurès fait sien. Parce que maintenant, la figure de Jaurès, c'est formidable et tout ça. Mais quand on lit l'histoire socialiste de la Révolution française, Jaurès considère bien que tous ces hommes-là, ce sont ceux qui ont porté ensemble le bloc de la Révolution française. Et donc, je porte ça, c'est-à-dire un idéal égalitaire. Tu vois, la Révolution française, c'est ce moment où, avec tension et friction, quand on me dit que c'est une révolution bourgeoise, c'en est peut-être le résultat, mais ça n'en est pas la dynamique. C'est toute l'originalité de la Révolution française. Mais tu vois, là, je me porte moi-même sur un sujet que j'aime bien. C'est que la Révolution française, pour contester le pouvoir du roi et de l'aristocratie, la bourgeoisie s'est alliée au peuple. Tu vois ? Ce qui n'a pas été le cas en Angleterre.
la bourgeoisie en Angleterre, elle s'est alliée à l'aristocratie pour contester le pouvoir royal. Mais elle ne s'est pas alliée au peuple. Tu veux que je t'explique pourquoi ou... Parce qu'il y a eu Louis XIV. Louis XIV, il a eu à faire face à la Fronde. Et en faisant face à la Fronde, il a vu l'alliance qui pouvait exister entre les nobles et la bourgeoisie. Et donc tout son souci à Louis XIV a été de pouvoir casser cette alliance possible entre les nobles et la bourgeoisie. Tu vois ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait Versailles. C'est-à-dire qu'on extrait les nobles de Paris, donc on extrait les nobles des demeures bourgeoises, on les coupe de la bourgeoisie et on les amène sous la tutelle du roi à Versailles. Et de la même manière, il avait fait des très gros habits. Je ne sais pas si tu vois les habits avec lesquels il est décoré, des perruques et tout ça, qui coûtent super cher. Et pourquoi ? Pour lancer une mode et faire que les nobles s'endettent pour se payer des habits comme ça. Et du coup, étant endettés, ils étaient sous sa coupe, tu vois. Donc, il n'y a pas eu de... il a créé une symbiose entre le roi et l'aristocratie. Du coup, quand éclate la Révolution française, quand la bourgeoisie veut davantage de pouvoir, elle ne peut pas s'appuyer sur l'aristocratie. Donc, sur qui elle s'appuie ? Elle s'appuie sur le peuple. Elle s'appuie sur le peuple et ça donne des phénomènes complètement contraires, des phénomènes de moments de fusion, de moments de tension, des moments où ça se déchire. Mais ça fait toute l'originalité de la Révolution française qui, pendant 6 ans, et c'est son moteur, c'est une révolution qui dure 6 ans et qui, voilà, et parce qu'il y a la jonction des classes populaires et de la bourgeoisie. Il y a une alliance à des moments comme ça. Et donc, alors, voilà, je pense que c'est un truc qui vont être les autres dates, ça va être 1936, ça va être mai 68, mais bon, voilà. Et ça va être des grandes figures comme Jaurès, comme Vallès. Et je pense que c'est surtout la littérature, en fait. Hein, tu sais, quand on me demande être français, je pense que c'est quand même beaucoup la littérature. Qu'est-ce que tu penses des Black Blocs ? Tu vois, je me suis référé à Jaurès. C'est quoi les yeux au ciel ? T'aimes pas Jaurès ? Si, j'aime beaucoup. C'est que je te lance, c'est que tu comprends pourquoi je te lance. Et à la fin du 19e siècle, il y a le mouvement anarchiste qui opère la propagande par le fait, c'est-à-dire par des bombes, en espérant que le fait de tuer des parlementaires, mais des gens, on va dire, de l'oligarchie ou de l'élite de l'époque, va faire que le peuple va rejoindre l'avant-garde. Bon, et qu'est-ce que ça produit ? Ça produit l'inverse. C'est-à-dire que, voyant ça, le peuple ne veut pas aller avec ceux qui tuent, ceux qui cassent. Bon. Et donc le mouvement anarchiste décline. Qu'est-ce qui, de mon point de vue, a mieux fonctionné ? C'est le mouvement socialiste. Le mouvement socialiste n'exclut pas la violence, mais s'il y a une violence, c'est une violence de masse. Ce n'est pas la violence de quelques individus. Et surtout, il faut d'abord avoir les masses avec soi. Tu vois ? Et donc, c'est la ligne choisie par Jaurès. Et je considère que le mouvement socialiste a apporté beaucoup plus que le mouvement anarchiste. Je me situe de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas des tas d'auteurs anarchistes, à commencer par Octave Mirbeau et plein d'autres, et que je ne trouve pas des choses très intéressantes chez un certain nombre de théoriciens, mais je me situe de ce côté de l'histoire. Et aujourd'hui encore, je ne me situe pas du côté anarchiste. Voilà, je suis député, ça veut dire que j'ai fait l'effort de convaincre une majorité de gens de chez moi que j'étais là pour porter leur voix. Et c'est le chemin que je choisis, c'est encore le chemin de la masse. La surveillance électronique ? Par les bracelets ? Par les algorithmes, par la loi renseignement, par la loi de programmation militaire, par... J'en suis pas un grand spécialiste. Encore une note de mes limites, tu vois. Tu pourras le rajouter dans la liste qui est déjà longue. Est-ce que tu as un avis sur les civic tech ? Je sais même pas ce que c'est. Bon, on va te laisser te renseigner. Jean, on va passer aux questions internet. Est-ce que tu peux me remonter la liste, s'il te plaît ? Remonte tout en haut. Encore. C'est tout ? Alors, question. La solution, c'est pas de réformer la démocratie, point d'interrogation. Est-ce qu'on n'est pas impuissant aujourd'hui ? Bon, moi, je dis toujours, la démocratie n'existe pas, elle se fait exister. Et chaque jour, si vous, maintenant sur Facebook, si vous transférez des articles, vous participez un peu à la démocratie. Si vous écrivez un article, vous y participez. Si vous distribuez un tract, ou bien si sur votre lieu de travail, vous défendez un salarié qui s'en prend plein la tronche, vous faites exister la démocratie. Donc la démocratie, elle ne tombe pas du ciel. Chaque jour, on y renonce. Si on y renonce, c'est comme une falaise qui s'érode. Tous les jours. Donc notre devoir, c'est de la faire exister. Moi, j'essaye de la faire exister. J'essaye de montrer que quand même, on peut l'ouvrir. Ça change
ça ne change pas grand-chose aujourd'hui, mais si on est plus nombreux demain, ça peut changer quelque chose. Donc c'est de réveiller quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, il est évident que les institutions sont plus qu'à réformer. Elles sont à bousculer, elles sont à chambouler. Voilà, je l'ai dit, le rôle du Parlement, et j'avais bien vu qu'il y avait une fonction tribunicienne du Parlement, tu vois, comme un tribun, tu peux aller prendre la parole, tu peux venir contester, être une voix pour les gens, mais c'est pas là que se fait la loi, de toute façon, et c'est pas là que tu as un véritable poids pour la transformer. Donc, qu'il faille bousculer les institutions de manière radicale, j'en suis tout à fait convaincu. Alors, autre question Internet, quelles mesures pour que les députés fassent bien leur travail? Moi... Goudron les plumes? Non, mais moi, je te le redis, je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est du côté de l'Élysée. Et l'Élysée est très habile et fait regarder du côté de l'Assemblée. En disant, regardez comme ils bossent mal, comme les bancs sont vides. D'abord, les gens bossent mal parce qu'ils ont le sentiment que leur travail est inutile. Donc, moi, je souhaite un renforcement du régime parlementaire, quitte à ce qu'il y ait une dose de tirage au sort à l'Assemblée, et ainsi de suite. Mais je suis pour un renforcement du pouvoir du Parlement face au président. Et moi, je ne suis pas arrivé député par hasard, hein. Je suis arrivé député parce que je considérais qu'il y avait un véritable rôle à jouer et que dans un pays, si on veut être une démocratie, il n'y a pas juste un bonhomme au-dessus qui décide tout, mais il peut au moins y en avoir 577 derrière qui ont un certain pouvoir. Donc voilà quel est le truc. Alors moi, je crois que pour que les députés travaillent mieux, il faudrait déjà qu'ils aient un véritable pouvoir. Ça t'incline pas dans ton boulot à bien faire ton boulot quand tu as le sentiment que tu changes rien. Tu vois, on le fait quand même. Mais je le dis, c'est plus sur la fonction tribunicienne de prise de parole que sur la fonction législative de vraiment fabriquer la loi. C'est la première chose. Et ensuite, moi, je suis favorable au doublement du nombre de parlementaires. Payer comment et combien? Payer comment? Tu sais, le budget de ça, c'est 60 millions d'euros. Je veux dire, déjà, là, j'ai demandé je l'appelle même pas assistante parce que Johanna, elle est plus qu'une assistante. Ça fait des années qu'elle m'accompagne et il n'y aurait pas eu la fête à Macron, il n'y aurait pas eu Merci Patron et il n'y aurait pas eu Nuit debout si Johanna n'avait pas été là comme logisticienne. Donc, c'est une manière de lui rendre, là, comme ça, Passe le bonjour. l'importance de son rôle. Voilà. Mais je lui ai demandé de me faire des tableaux pour me montrer la diminution du nombre de parlementaires par habitant. C'est absolument considérable. Je crois qu'au moment de la Révolution française, on est à un parlementaire pour 27 000 habitants. Il me semble, il faudrait vérifier. Tu connais les chiffres en Allemagne? C'est un peu plus que nous. C'est le seul pays où ça soit plus que nous en Europe, tu vois. Donc aujourd'hui, on doit être à 1 pour 74 000 ou quelque chose comme ça. Mais demain, l'objectif de Rugy et de Macron, c'est de nous ramener à 1 pour plus de 100 000. Moi, je pense que je préférerais qu'on ait davantage de parlementaires. Moi, je souhaiterais ne pouvoir ne siéger qu'une semaine sur 2. Alors, j'ai entendu, il veut moins bosser. Mais c'est pas vrai. Je veux mieux travailler. Je veux pouvoir aller rencontrer tranquillement les gens dans mon coin, passer une semaine dans l'hémicycle, ok, mais aussi aller passer une semaine au contact des gens, voir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils espèrent pouvoir transformer la situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire, continuer à m'informer, si c'est sur l'agriculture, aller visiter des élevages, des abattoirs et tout ça, et pas seulement être le nez collé à des textes de loi. Donc je crois qu'il faut rendre du pouvoir au Parlement, ça nous donnera envie de bosser, et d'autre part, je suis pour qu'on double le nombre de parlementaires, par exemple. Et moi, je souhaiterais que ma suppléante ait un véritable rôle, et qu'on puisse alterner une semaine sur 2 ou quelque chose comme ça. Bon, est-ce que tu vois un sujet que tu as oublié? Bon, tu sais, les sujets que j'oublie, il y en a plein. Hein. On n'a pas tellement parlé de littérature. Alors, donne-nous 3 bouquins. Je sais pas, La peau et les os de Georges Hyvernaud. Je sais pas si tu connais. Non, c'est un mec qui rentre du Stalag en Allemagne, mais il a une écriture qui est absolument superbe. La révolte des Célides de Christopher Lasch, qui est un intellectuel américain des années 70 et qui montre comment il y a une élite multiculturelle qui s'installe dans un paquet de pays. Et puis, je sais pas trop, Bartleby de Melville. Un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer. Quelque chose d'impérissable qui va rester sur les réseaux. En regardant la caméra, là. C'est le regard flottant de celui qui réfléchit. Non, je me souviens de qui j'étais. Je me souviens de qui j'étais quand j'étais jeune et que j'étais bien plus abattu, bien plus découragé, bien plus résigné que les gens que j'ai décrits au cours de cette émission. Mais en même temps, je grouillais d'une révolte, d'un désir d'expression, mais dont je ne voyais pas de possibilité d'un canal.
tu vois. Je voyais pas ce que je pouvais faire de ma vie. J'avais l'impression que y avait des tas de gens qui étaient éduqués, qui savaient lire et écrire, et que donc j'allais juste être un de plus parmi 60 millions. Et que donc ça m'ôtait toute audace, tu vois. Et que finalement, à partir du moment où on commence à essayer quelque chose, il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas, mais même quand ça marche pas, ensuite on invente autre chose. Et donc c'est juste quand je passe dans les facs ou dans les lycées, je dis aux jeunes, si vous avez envie de faire un truc, juste faites-le, quoi. Tu vois, c'est tout. Et, mais évidemment, j'aurais pas pensé devenir député, écrire des bouquins. Enfin, j'aurais bien voulu écrire des bouquins quand même, déjà. Faire un film, obtenir un César et tout ça. Juste, j'avais envie de faire un journal. Et j'ai eu du mal, tu vois. Mais je l'ai fait. Et juste, voilà, c'est juste qu'il n'y ait pas un truc qui pourrisse, un désir qui pourrisse à l'intérieur des jeunes et dont ils sentent qu'ils auraient pu le faire fleurir et qu'ils ne l'ont pas fait. Il faut le faire fleurir, il faut essayer, tu vois. Et puis après, ça marche ou ça marche pas, c'est la vie. Mais il faut essayer. Puis en plus, je crois que même quand ça marche pas, on finit toujours par en faire quelque chose de positif, quoi. Tu sais, un bébé, pour apprendre à marcher, il faut qu'il se casse la gueule, et pareil, des milliers de fois. T'imagines s'il avait honte et qu'il disait « Putain, je vais me casser la gueule, donc je vais pas essayer », il n'apprendrait jamais à marcher. Nous, c'est pareil. Il faut qu'on apprenne et qu'on accepte de se casser la gueule pour grandir, quoi. François Ruffin, merci. Merci à vous. Coupé.